Bonjour à tous à nouveau, bienvenue à notre webinaire. Je me présente, je m'appelle Cécile Tartera. Je suis agronome, conseillère en agro-environnement au groupe ProConseil, un club conseil qui est situé en Montérégie. Et je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Camille Dumont, également agronome et conseillère en agro-environnement, qui va s'occuper un petit peu plus des aspects techniques et logistiques. Donc, l'activité aujourd'hui, en fait, ça fait suite à un projet qui a commencé en 2023, qui s'est déroulé sur 2 ans, de 2023 à 2025, et qui visait à développer des activités de formation pour des conseillers en agroforesterie à travers la province. C'est un projet, en fait, qui a été réalisé dans le cadre d'un financement gouvernemental du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur bioalimentaire, donc le PALCCB, qui découle du plan pour une économie verte 2030. Et dans le cadre de ce projet-là, il y a eu différentes activités réalisées. Une de celles-là, c'était de produire un ensemble de cahiers de référence. Voilà. Un ensemble de cahiers de référence sur l'agroforesterie pour différentes productions agricoles. Donc, il y en a eu 5 qui ont été produits. Il y en a un sur les productions de grandes cultures, un sur la production porcine, un sur la production maraîchère, un sur la production avicole, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, et un sur la production bovine au sens large, donc incluant la production laitière et de bovins de boucherie, qui va être présentée en webinaire demain. Donc, toutes ces publications-là, elles sont déjà accessibles sur AgriRéseau et aussi sur le site web du groupe ProConseil si vous voulez les consulter. Donc, pour aujourd'hui, on se concentre sur l'agroforesterie pour les élevages avicoles. Donc, voici comment ça va se passer ce matin. Dans le fond, je vais prendre une vingtaine de minutes en début d'activité pour vous présenter un petit peu un aperçu de l'ensemble des bénéfices qu'on peut attendre de l'agroforesterie pour les élevages avicoles au Québec. Ensuite de ça, à partir de 9h30, je céderai la parole à Jean-Michel Allard-Prusse, qui est agronome qui travaille au pouvoir Scott, et Victor Bérubé-Giroir, qui lui travaille au CERFO, et qui vont en fait présenter une conférence à deux voix sur les aménagements agroforestiers et un petit peu le parcours du pouvoir Scott et son expérience avec ces différents aménagements dans son expérience d'entreprise avicole de grande ampleur. Ils vont nous emmener comme ça jusqu'à 10h15. Et à 10h15, on donnera la parole à notre autre conférencière, donc Élise Tremblay. Élise est éleveuse d'oies sur une petite ferme de la Montérégie. Et donc, elle produit des œufs d'incubation d'oies euh, avec un accès à un parcours en agroforesterie pour ces animaux. Donc, ça nous permettra d'illustrer avec ce témoignage-là un autre usage complètement différent qu'on peut faire de l'agroforesterie dans un contexte d'entreprise avicole d'un modèle tout à fait différent du pouvoir Scott. On terminera avec une petite période de questions. Donc, dans le fond, pour être sûr que toutes nos conférenciers aient le temps de présenter leur contenu, ce qu'on vous proposerait de faire, c'est de garder les questions à développement plus pour la fin. Donc, pendant les conférences, si jamais il y a des questions de compréhension ou vous voyez pas bien un graphique ou on comprend pas bien ce qui est expliqué, vous pourrez intervenir tout de suite. Sinon, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et puis, pour pas les oublier, et puis on les traitera à la fin dans la période dédiée. Donc, on commence à être tous familiers avec Zoom, mais pour ceux qui le seraient moins, le chat, c'est la petite bulle là qui est dans votre barre d'icônes en bas de l'écran. Enfin, je voudrais remercier notre bailleur de fonds pour l'activité qui se déroule aujourd'hui, donc le gouvernement du Québec à travers le programme Prime Vert. Alors, l'agroforesterie, quel bénéfice pour la production avicole au Québec? Pour vous faire un petit peu une mise en contexte, là, dans le fond, quand les documents de référence dont je vous ai parlé, là, puis qui sont en fait ce qui a initié là, le webinaire dans lequel on se retrouve aujourd'hui, euh, c'était quoi l'objectif qu'on avait en tête en allant créer de nouveaux documents de référence? Il en existe quand même déjà beaucoup des documents de référence sur l'agroforesterie. Euh,
les éléments, les bénéfices, notamment environnementaux, agro-environnementaux, sont quand même déjà très bien documentés dans différents documents. L'objectif, c'était vraiment de le voir sous un angle plus sectoriel, puis plus sous un angle de production agricole. C'est quoi, en fin de compte, les intérêts vraiment agronomiques, économiques ou sociaux qu'on peut avoir avec les pratiques agroforestières selon le secteur de production dans lequel on se trouve, puisque c'est la définition de l'agroforesterie, hein, c'est d'insérer de manière volontaire des arbres sur des entreprises agricoles pour en tirer des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. C'est la promesse que fait l'agroforesterie là, et qui la distingue d'un reboisement en fin de compte ou d'une restauration écologique. Donc, vous allez voir dans ce que je vous présente, puis si après vous vous référez au document en question, on mentionne pas du tout, en fin de compte, les avantages environnementaux. Ça n'empêche pas que, évidemment, ils sont là, ils existent, ils sont importants. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on plante un arbre sur une ferme, on attire des oiseaux, on fait de la biodiversité, on stocke du carbone. Tout ceci est vrai et essentiel. Mais là, on a vraiment fait le choix de se concentrer sur les aspects plus productifs, en fin de compte. Aussi, l'autre axe, c'est d'avoir vraiment une honnêteté scientifique. Donc, c'est sûr que c'est des outils qui visent à encourager l'adoption de l'agroforesterie, mais on pense qu'on a tout intérêt à être bien informé aussi bien sur les avantages qu'on peut en ressortir que sur les défis qu'on peut rencontrer pour adopter ce genre de pratique. Donc, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Pour chaque avantage que je vous donne un inconvénient. Ça veut pas dire que ça vaut pas la peine, mais c'est pour essayer de maximiser les premiers puis minimiser les seconds en fin de compte. Il y a des manières qui permettent ça. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans les cahiers que je vous présente aujourd'hui en résumé. Donc la démarche, comment ça s'est fait pour créer tout ce contenu-là? Évidemment, moi je suis pas à la fois experte dans toutes les productions que je vous ai citées. Donc ça se base vraiment sur une revue de littérature assez conséquente euh, qui, qui se base principalement sur des études qui ont été faites au Québec, de préférence. Quand il n'y en avait pas en contexte québécois, on est allé chercher dans un contexte nord-américain. Et quand il n'y en avait pas, on est allé chercher en contexte européen. Européen, en fin de compte, c'est France ou des fois Angleterre, là, mais c'est essentiellement ça. C'est vraiment appuyé sur un argumentaire scientifique. Et puis après ça, comme on sait que la théorie puis la pratique, c'est quand même des fois deux choses différentes dans la vie, il y a eu une étape de sondage auprès de plusieurs dizaines en fait d'intervenants en agroforesterie au Québec. Et puis, dans le fond, ceux qui avaient le plus d'expérience, qui avaient vu les aménagements les plus diversifiés, ont été contactés. Et puis, il y en a 13 avec qui il y a eu des entretiens individuels qui ont été menés pour un petit peu vérifier ce qui était dit par la littérature, puis confronter ça à leur expérience pratique d'intervenants d'expérience. Ensuite de ça, au niveau des documents, là, il y a eu vraiment plusieurs relecteurs là qui sont intervenus avec leur expertise spécifique pour les différents thèmes. On compte 16 relecteurs au total. Euh, et les versions rédigées finales ont ensuite été soumises à un nombre restreint de relecteurs. Donc, normalement, c'est vraiment quelque chose de fiable. Au niveau des illustrations, toutes les photos de la présentation aujourd'hui et des documents sont des photos qui ont été prises quelque part au Québec. Donc, si on en parle, c'est que ça se peut, puisque ça existe. Alors, ceci étant dit, donc quel bénéfice on peut espérer obtenir sur une ferme en production avicole avec des aménagements agroforestiers? Euh, je vous les résume ici. Ça, en fait, c'est vraiment tous les bénéfices qu'on peut attendre spécifiquement pour l'activité d'élevage. Donc, c'est sûr que souvent, les fermes avicoles vont avoir aussi des cultures, et notamment des grandes cultures. En fait, là, je le traiterai pas du tout ici. Pour ça, ben, je vous renvoie au webinaire sur l'agroforesterie pour les grandes cultures, qui a vraiment fait l'objet d'une activité distincte. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Réduction de l'enneigement aux abords des bâtiments, c'est vraiment le bénéfice traditionnel classique auquel on pense. Atténuation des odeurs et des poussières provenant des sites d'élevage.
Limitation de la propagation des virus respiratoires, j'en toucherai un mot, c'est quelque chose dont on parlait moins au début, puis c'est peut-être un bénéfice comme un peu collatéral qui émerge avec le temps, puis qui prend de l'importance au niveau de la biosécurité. Euh, Autre bénéfice, l'amélioration du bien-être animal, aussi bien en bâtiment que à l'extérieur, donc en parcours pour les fermes qui peuvent avoir des animaux qui sortent à l'extérieur, et évidemment un rôle important dans l'adaptation au changement climatique. De gérer l'enneigement aux abords des bâtiments, quel est le principe? En fait, le principe, c'est d'avoir des haies qui vont être quand même assez denses et suffisamment pour avoir une zone de calme avec un vent vraiment ralenti de l'autre côté de la haie, dans laquelle, du coup, la neige va être amenée à s'accumuler. Donc, à cet endroit-là, on en aura plus, mais l'idée, c'est qu'en aval, on en aura moins, et donc ça va nous permettre finalement de la déposer dans les endroits qui nous arrangent pour qu'elle se dépose pas dans les endroits où on la veut pas, c'est-à-dire dans les allées et sur les toits. Donc les bénéfices, ben évidemment, c'est des coûts de déneigement réduits, c'est des accès plus faciles aux bâtiments, surtout que c'est des bâtiments auxquels on a besoin d'avoir accès à l'année. Et puis on peut espérer des réductions des opérations de déneigement sur les toits aussi. Donc rapidement, c'est le type d'aménagement qui permet d'obtenir ça. C'est des haies brise-vent moyennement denses. Donc, on parle de 1 à 3 rangées avec des arbres ou des arbustes ou les deux. Euh, donc, dans le fond, ce qui est important, c'est que la porosité soit vraiment la même sur toute la hauteur de l'écran. Donc, si on met nos arbres plus espacés, ben, à ce moment-là, on peut remplir les trous, entre guillemets, en intercalant des arbustes. Quand on regarde les références canadiennes, parce qu'il y a beaucoup de littérature sur les écrans boisés comme ça, un peu plus dans les provinces de l'Ouest, ils vont souvent parler que 3 rangées, c'est un minimum. Puis des fois, ils mentionnent des écrans boisés avec 9 rangées. Donc là, ça nous paraît un peu intense. En fait, c'est parce que ce que m'expliquait André Vézina, qui est notre référence absolue en termes de hébrisement au Québec, en fait, le fait d'avoir des écrans aussi larges, ça devient quasiment des petits corridors forestiers, puis ça va permettre de capter la neige vraiment carrément dans la haie. Donc, c'est comme un réservoir d'eau pour les arbres. Donc, en contexte où on manque d'eau, ça peut être quelque chose qui peut aider pour l'écran. Au Québec, c'est pas vraiment un enjeu qu'on a, donc 3 rangées, c'est bien suffisant. Des fois même juste une, si c'est des arbres à feuilles persistantes, ça peut tout à fait faire le travail. Pas besoin d'aller jusqu'à 9. Vous pouvez si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Après ça, bon ben évidemment que d'avoir des conifères, ça permet d'avoir une efficacité toute l'année, donc c'est tout à fait intéressant. Mais il y a des feuillus qui trouvent très bien leur place là-dedans aussi. Ce qui est important quand on parle de gestion comme ça, de protection du vent avec une haie brise-vent, peu importe le type de haie brise-vent, c'est de vraiment avoir une longueur qui dépasse l'élément qu'on veut protéger sur les bords pour éviter les vents de contournement qui feraient le tour puis qui annuleraient complètement l'effet de protection qu'on essaye d'avoir. Donc, des petites précautions à prendre quand on installe ce type d'aménagement, c'est de garder quand même une distance suffisante entre notre aménagement et le bâtiment qu'on veut ou le chemin d'accès qu'on veut protéger, puisque étant donné que la neige va s'accumuler en aval de la haie, si on se colle directement sur le bâtiment, on va l'ensevelir au lieu de le dégager. Donc, on parle généralement d'une distance sécuritaire d'environ 30 mètres. Ça peut jouer un peu selon certains paramètres, mais c'est au-delà de 30 mètres, vous êtes garanti d'être tranquille. Si la configuration de votre terrain fait en sorte que vous voulez vraiment être à moins de 30 mètres, ben, appelez donc un conseiller agroforestier, puis il y a des petits calculs qui permettent de voir si ça va être sécuritaire ou pas. C'est vrai à chaque fois, mais je le dis là parce que c'est encore plus vrai dans ce cas-là. C'est vraiment important de remplacer les mortalités rapidement, puisque évidemment, comme on veut avoir un écran qui va filtrer le vent, il faut absolument qu'il soit homogène. Si on a un trou à l'intérieur, ça va faire un goulot où le vent va s'engouffrer, et encore là, on va avoir l'effet inverse de ce qu'on cherche. Et puis évidemment, tailler ces arbres-là va permettre d'avoir une cohabitation beaucoup plus agréable avec et d'éviter aussi les bris, puisque généralement, si on fait ça, c'est qu'on est dans un endroit venteux. Donc, ce serait dommage d'essayer de dégager nos chemins de la neige et de les remplir avec des branches cassées. Au niveau de l'atténuation des odeurs et des poussières et de la réduction de la propagation des virus, bah, en fait, c'est les mêmes types d'aménagements puisque tout ça va avec le fait qu'on réduit la vitesse du vent. Donc, je reviens pas là-dessus.
La petite nuance peut-être qu'il peut y avoir, c'est que si ce qu'on veut, c'est juste capter la neige, ça n'a pas besoin d'être très haut, là. Une rangée d'arbustes bien denses de 3 mètres de haut, ça fait tout à fait le travail. Par contre, si on a vraiment un enjeu d'odeur et de poussière, ben, plus les végétaux vont être hauts, plus ils vont être nombreux, plus ça va être efficace. Euh, j'ai pas trouvé de référence spécifiquement pour les élevages de volailles, mais dans le port, où c'est très bien documenté aussi, les références disent que les odeurs qui émanent des sites d'élevage porcin, en fait, c'est un mélange de plus de 160 molécules organiques ou minérales volatiles. Donc évidemment, plus il y a de végétaux pour capter toutes ces molécules-là, plus c'est efficace. Donc, le principe, comment ça fonctionne? En fait, ça a un triple effet, ces écrans-là, au niveau de la gestion des odeurs. C'est que, de un, ça va permettre de diluer les gaz odorants en obligeant finalement le panache à monter en altitude au-dessus de la haie. Il va se retrouver mélangé avec de l'air plus sain. Et quand il va se redéposer plus tard dans le voisinage, ben, les odeurs et poussières vont être vraiment diluées et seront beaucoup moins perceptibles. En plus de ça, comme le vent va être réduit, ben, il y en aura une bonne partie qui va s'être déposée en cours de route, qui se déplaceront juste pas, en fin de compte, à l'extérieur. Et puis, en plus, les végétaux vont pouvoir, en tant que tels, intercepter des molécules, voire même certaines vont pouvoir être dégradées par certains végétaux, ce qui est en fait le principe des biofiltres. Donc, on a vraiment ce triple effet-là. Donc, c'est un petit peu documenté. C'est moins documenté que dans les élevages porcins, mais quand même, on trouve de la littérature qui mentionne des chiffres. Donc, la première que je vous cite là, c'est des rapports de thèse en fait qui ont été faits dans l'Iowa, mais ça n'a pas d'importance parce que c'était des simulations avec des maquettes en soufflerie, en fin de compte. Et les auteurs arrivaient à la conclusion qu'avec une haie brise-vent de 3 rangées, c'est vraiment là qu'ils avaient la réduction maximale de particules odorantes, avec une réduction de moins 35 à moins 56%. Donc c'est vraiment significatif là, on le ressent, on le ressent au nez quoi. Sinon au Québec, l'étude qui fait référence, c'est vraiment l'étude de Chouanière là au début des années 2000. Et là, c'était intéressant parce qu'il y a deux paramètres qui ont été documentés. C'est-à-dire que en termes de distance à laquelle on retrouve des odeurs, des poussières, puis en termes de superficie couverte par ces odeurs et ces poussières, on avait une réduction environ du tiers, moins 30 à moins 37%. Euh, et à l'intérieur même du panache, les odeurs étaient vraiment 3 fois moins concentrées quand il y avait une protection avec une haie brise-vent qui comportait des résineux et des feuillus. Donc ça a vraiment été constaté sur site. Et puis j'ai trouvé une étude aussi qui a été réalisée dans les années 2000 en Pennsylvanie. Et là, dans le fond, ils ont mis un aménagement avec 5 rangées consécutives d'arbres à la sortie des ventilateurs d'extraction d'un poulailler. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, la concentration de l'air en poussière diminuait graduellement et de manière linéaire jusqu'à 50 mètres en aval des ventilateurs grâce à cet aménagement-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est documenté. Pour ce qui est des virus respiratoires, on n'a malheureusement pas de documentation là-dessus au Québec. Pour le porc non plus d'ailleurs, mais que ce soit pour le porc ou pour la volaille, on peut retrouver quelques études aux États-Unis. Là, celle que je vous mentionne, c'est une qui a été faite en Pennsylvanie en 2011. Et là, ce qui était intéressant, c'est que les auteurs, c'est quand même tout un protocole là, parce qu'ils ont vraiment comparé sur site des bâtiments qui étaient protégés par des haies avec des bâtiments qui ne l'étaient pas. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que la haie qui faisait pourtant que 2 mètres de haut, là c'était des aménagements encore jeunes, avait déjà permis d'obtenir une réduction de l'incidence de la bronchite infectieuse dans les poulaillers qui étaient protégés. Euh, et puis là, il y a beaucoup de nuances dans l'article, comme quoi la haie était vraiment pas encore à son plein potentiel, etc. Donc c'est quand même assez prometteur par rapport à cet aspect-là. Ensuite, autre avantage qu'on peut s'attendre en installant des arbres sur des sites de production avicole, c'est l'amélioration du bien-être animal. Donc, je vais commencer par les animaux qui restent à l'intérieur des bâtiments. Le principe, il est simple. À l'ombre, il fait plus frais, c'est plus confortable, tout simplement.
Là, dans le fond, les bénéfices auxquels ça peut contribuer, bah, dans le fond, c'est que plus on est capable, bah, en fait, tout élément qui va contribuer à conserver une température plus fraîche en situation de canicule va contribuer à réduire les risques et les inconvénients qu'on peut avoir sur la production et sur la santé des animaux en période de canicule et de stress thermique. Donc, au niveau des poulets de chair, vivre un stress thermique, ça peut entraîner des baisses d'alimentation, des baisses du gain de poids et aussi au niveau de la qualité de la viande. Au niveau des poules pondeuses, le taux de ponte peut être affecté, mais également la taille des œufs ainsi que la qualité de la coquille. Et puis évidemment, en cas de stress thermique, le système immunitaire des animaux peut aussi être affecté. Donc, tout ce qui va contribuer à garder une température qui permet aux animaux de rester en dessous de leur seuil de stress thermique va être bénéfique. Euh, Après, il faut rester honnête là. C'est pas, ça va, c'est vraiment un petit bonus dans un ensemble de pratiques de gestion de cheptel, avec notamment la ventilation, l'alimentation, des aspects de génétique, etc. Et dans le fond, mettre le bâtiment à l'ombre peut être un bonus, quoi, tout simplement. Si jamais c'est ça qu'on cherche, par contre, on ne peut pas se dire que notre haie brise-vent composée de au moins un tiers de résineux situé à au moins 30 mètres du bâtiment va faire cet effet-là, puisqu'évidemment, lui, il ne fait pas d'ombre sur le bâtiment. Fait si c'est ça qu'on veut, il faut vraiment mettre des arbres plus proches, avec des plus grandes cimes. On veut être à l'ombre. Et à ce moment-là, pour pas nuire effectivement à la ventilation et pour pas faire la fameuse accumulation de neige dont je vous parlais tout à l'heure, on peut vraiment mettre quelques arbres très espacés pour vraiment profiter de la cime sans avoir un effet brise-vent, quoi. Pour ce qui est des animaux qui sortiraient au pâturage, donc là souvent un pâturage avicole dans plusieurs documents c'est désigné sous le terme de parcours, là, donc je vous mentionne les deux. Bon, le principe est le même, des animaux à l'ombre sont plus au frais. Et puis aussi, il y a un effet que les poules se sentent pas forcément très en sécurité si elles sont comme ça à l'air libre, comment, dans un milieu ouvert. Donc le fait d'avoir une canopée au-dessus de leur tête, elles vont se sentir, enfin c'est dur de dire comment ce qui se passe dans la tête d'une poule, mais le fait est que elles ont un comportement qui les montre moins craintives, puis plus enclines à se promener dans l'ensemble du parcours que si c'est vraiment à ciel ouvert et à la merci des attaques de prédateurs, quoi. Donc les bénéfices, évidemment, ils sont au niveau du bien-être animal, c'est bien sûr. Et ils sont aussi au niveau de la nourriture diversifiée. Bon, ça c'est vrai pour toute poule qui va avoir l'occasion de gratter dans l'herbe et dans le sol. Elle va y trouver une grande quantité d'insectes, de lombriques qui vont contribuer significativement à son alimentation. Le fait de rajouter des arbres, si on insère des arbres fruitiers, ça permet d'aller chercher une petite diversification du fait qu'elles vont également pouvoir consommer les produits des arbres. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'études qui le chiffrent en tant que tel. Il a fallu que j'aille en France. Euh, En fait, le projet que j'ai trouvé vraiment intéressant, là, qui a été fait relativement récemment, c'était un projet à l'échelle européenne qui a été développé, qui a testé en fait plusieurs pratiques agricoles et gestion d'élevage pour augmenter l'autonomie alimentaire chez les monogastriques. Donc, ça visait à la fois la volaille et les porcs. Et donc, une des pratiques testées, c'était les parcours arborés, comme ça, en agroforesterie. Bon, déjà, ce qu'ils ont établi, c'est que en pâturage régulier, pas nécessairement arboré, euh, 1 mètre carré de pâturage, ça pouvait tout à fait couvrir les besoins quotidiens des poules pondeuses en lysine et 72% des besoins en protéines brutes et 67% des besoins en méthionine. Quand ce même pâturage-là était agrémenté avec des arbres et passé en agroforesterie, ces pourcentages montaient à 95 pour les protéines brutes et 85% pour les besoins en méthionine. Alors, je m'y connais vraiment pas, je ferai pas semblant de m'y connaître en production avicole pour vous commenter ces chiffres-là, mais en fait, ce qui est intéressant,
c'est que ça montre que l'ajout d'arbres vient vraiment enrichir significativement l'apport alimentaire pour les volailles. Et en fait, l'explication qui ressortait dans les observations et les mesures qui ont été prises, c'est que c'était essentiellement lié au fait que dans les parcelles agroforestières, c'est vraiment là qu'il y avait le plus de vers de terre. Il y avait plus de vers de terre que dans un pâturage sans arbres, et il y avait plus de vers de terre que dans une forêt ou une plantation sylvicole. Dans le fond, ce mix agroforestier, c'était vraiment l'optimum pour les vers de terre, et donc c'est ça qui contribuait beaucoup à l'alimentation des poules. Donc, en fait, la présence, si on a des volailles qui sortent à l'extérieur, la présence d'arbres, je pense que c'est vraiment un des systèmes où il y a le retour économique le plus flagrant et le plus rapide, parce que le fait que les volailles vont avoir un apport alimentaire additionnel, et en plus, une réduction du stress thermique et aussi du stress par rapport à l'attaque potentielle de prédateurs. Non seulement elles ont plus de nourriture, mais en plus elles ont un meilleur taux de conversion alimentaire de cette nourriture-là. Donc le gain de poids est augmenté, tandis que le coût d'alimentation est réduit. Fait que c'est vraiment un des rares cas où le retour économique est assez clair, là. De nombreuses fermes, c'est des pratiques qui sont plus rares au Québec, là, mais de nombreuses fermes en France là, l'attestent, là. Mm. Donc, à ce moment-là, le type d'aménagement, là, en fait, je vous présente ce qui est proposé par l'Association française d'agroforesterie parce qu'on n'a pas vraiment de référentiel établi pour ça au Québec encore. Donc, eux, après beaucoup d'années d'essais et erreurs, voici un petit peu ce qu'ils préconisent. Ils disent, c'est la première chose, c'est quand même de mettre des brise-vents tout autour de la parcelle pour protéger l'ensemble de la parcelle contre les bourrasques. Euh, et ensuite, auprès du poulailler, ils suggèrent de mettre des petites haies, ils appellent ça des peignes, on les voit bien là sur l'image, c'est vraiment des petites haies basses perpendiculaires au bâtiment, directement à la sortie des trappes. Ça, en fait, le but de ces petites haies, c'est de faire en sorte que les poules soient incitées à sortir du bâtiment et qu'elles restent pas à niaiser à l'entrée des trappes parce qu'elles osent pas s'aventurer dans le parcours, ce qui risquerait de créer une zone tu sais, ben, d'endommager le terrain, puis de créer une zone boueuse qui, du coup, devient favorable au développement de pathogènes, quoi. Donc c'est un peu pour les inciter à sortir, cette petite zone de protection là qui les invite à sortir. Et puis après ça, au sein de la parcelle, ils suggèrent de disperser soit des arbres isolés, soit des bosquets. Ils sont arrivés à une règle un petit peu de 15 mètres maximum, parce qu'ils se sont rendus compte que s'il y avait plus que 10-15 mètres max à parcourir, ça devenait comme trop intimidant pour une poule. Là, elle faisait pas le step. Donc, comme il y a quand même pas mal d'aménagements comme ça, là, il y a eu des études qui ont été faites au niveau de la température, puis au niveau de ce que ça changeait pour le bien-être animal. Ce qui sont, donc là, je vous mentionne une étude qui a été conclue l'année dernière. Là, c'est vraiment tout frais, hein, tout chaud, dépendamment où on est du coup. Euh, entre, dans le fond, entre le pied des arbres et le plein soleil, il y avait un écart moyen de température de 2,1 degrés sur l'année, mais en période de canicule, ça pouvait atteindre 6 degrés. Bon, à l'ombre, il fait moins chaud, jusque-là, on n'apprend pas grand-chose. Par contre, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le fait qu'il y ait une répartition d'arbres comme ça sur la parcelle, ça a permis aux animaux qui se trouvaient dans ces parcelles agroforestières de rester sous le seuil de stress thermique pendant toute la durée du pâturage, alors que dans les parcelles témoins où ils étaient vraiment à ciel ouvert, euh, c'est arrivé qu'ils atteignent des niveaux modérés jusqu'à même très sévères de stress thermique. Donc, c'est l'effet de protection était vraiment attesté au niveau de la santé animale. Au niveau des précautions à prendre, je vous l'ai déjà dit, là, garder un espace pas trop loin entre les végétaux pour que l'effet de protection soit le plus réparti possible. Les petites haies pour inciter les volailles à sortir du bâtiment, donc ça les protège du vent, ça fait un petit guide, ça les enligne, et puis ça crée rapidement de l'ombre, quoi. Et puis aussi, on peut un petit peu comment les inciter aussi à se répartir encore davantage dans la parcelle en disséminant des bosquets contenant par exemple des arbres fruitiers. Donc là, c'est encore plus attrayant d'aller explorer tout le parcours.
Donc, pour finir, le dernier avantage, c'est que évidemment, tout ceci devient juste en fait encore plus vrai dans notre contexte de changement climatique. C'était des choses qui relevaient un petit peu de la préparation à l'avenir jusqu'à il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient très très concret et actuel sur les fermes du Québec. Ce qu'on s'attend avec l'évolution du climat, là, c'est que l'hiver, on sait, on va avoir moins de neige, plus de cycles de gel-dégel. Les précipitations vont augmenter, mais donc ce sera pas de la neige, ce sera de la pluie. Et puis en saison estivale, on le sait, puis on l'a déjà vécu, là, les températures vont être plus élevées, et puis les canicules vont être plus fortes, plus fréquentes, plus longues. Donc il va y avoir davantage de risques de stress thermique. Donc, l'agroforesterie, c'est vraiment les principaux bénéfices que ça apporte par rapport à ça. C'est que tout ce qui est haie brise-vent, qui va nous aider à mieux gérer notre neige, ça va être encore plus flagrant. Alors, je vous ai dit qu'il y en aurait moins, mais par contre, euh, comme on va être plus proche du point de congélation, il y en aura moins, mais elle va avoir tendance à être plus lourde, plus collante, donc encore plus pénible qu'avant à dégager. Donc, on va avoir encore plus intérêt à réduire nos opérations de déneigement. Et puis, comme les conditions de stress thermique vont pouvoir se présenter plus souvent qu'avant, évidemment que tous les aménagements qui font de l'ombrage, puis qui permettent de réduire la température, on va voir des bénéfices de plus en plus souvent. Donc, en termes de conclusion, l'agroforesterie pour les élevages avicoles, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart des aménagements sont tout à fait multifonctionnels. Donc, on peut vraiment aller chercher plusieurs bénéfices avec le même aménagement. Ce qui est important, c'est que pour maximiser ces bénéfices-là, puis voir se concrétiser ces promesses-là, dans le fond, la gestion va être au moins aussi importante que le design enfin, la planification du design au début, parce que tout est une question de porosité hein, pour les haies brise-vent. Fait que si on laisse notre haie devenir trop dense, si on fait pas de taille, si on prélève pas des végétaux au besoin, c'est là que on va avoir plus d'inconvénients au lieu des bénéfices attendus. Et puis aussi, ça c'est vrai surtout pour les cultures, mais souvent les élevages, les fermes de production avicole ont aussi des cultures, c'est que ces aménagements-là, ils prennent vraiment tout leur sens à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que c'est un aménagement, ça l'amène quasiment autant d'inconvénients que d'avantages pour des cultures, mais plus on en a, plus on va bénéficier de notre effet de microclimat, de gestion de l'eau, de paysages complexifiés, puis plus il y en a, plus on va les voir, en fait, les bénéfices, et du coup, les inconvénients vont nous apparaître de plus en plus acceptables au regard des bénéfices. Enfin, planter des arbres, et c'est pas négligeable, c'est vraiment l'action d'image environnementale par excellence. Donc, c'est vraiment un excellent outil pour améliorer l'image des productions avicoles aux yeux du grand public et de la clientèle. Alors voilà, je remercie tous les collaborateurs qui ont contribué plus spécifiquement à ce document-là. Donc Emmanuel Boulefroy, qui est une collègue de Victor au Cerfo, Mathieu Duflot de l'Association française d'agroforesterie, Louis Lefebvre de l'organisme Adapter, ma collègue Catherine Mercier chez Proconseil, Jonathan Pinault des Comestibles Coop et bien sûr André Vézina de Bioptère. À la fin du document, vous pourrez retrouver un petit ensemble de références, moi des références bibliographiques pour la revue de littérature. J'en ai lu au minimum des dizaines, si c'est pas plus d'une centaine. Je vous ai fait une petite sélection de mon top 20, je pense. Et puis il y a les liens à la fin des documents. Alors voilà pour le petit survol, hein. Merci pour votre attention. Donc, je vais directement passer la parole à nos conférenciers suivants. Puis là, en fin de compte, on va atterrir un petit peu sur le terrain, puis voir comment tout ça peut se concrétiser un petit peu sur deux modèles de ferme tout à fait différents. Donc, on commence par le couloir Scott. Donc, Jean-Michel et Victor, on vous laisse vous présenter puis nous expliquer votre expérience. Yes. Je peux peut-être y aller. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de pouvoir parler un peu de ce qu'on a fait sur le terrain, nos expériences un peu en lien avec les aménagements là, autour des bâtiments avicoles. Moi, c'est Victor Bérubé-Giroir. Je travaille au CERFO, le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie. On est basé à Québec, donc on travaille surtout dans la région de Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches.
Et ben, on fait beaucoup d'accompagnement, de mobilisation là, pour faire des aménagements agroforestiers. Et ben, on a mené un projet de 3 ans avec les producteurs d'œufs d'incubation qui s'est terminé l'année dernière, où on a accompagné justement plusieurs entreprises là, pour des aménagements pour la biodiversité et puis des aménagements agroforestiers autour des bâtiments. Et voilà. Donc, je fais beaucoup de ce genre de projets au Cerveau et j'ai un background le plus en agronomie. Puis, ben, j'ai pu rencontrer Jean-Michel justement durant mes études, mais après ça, on s'est revus dans le milieu professionnel parce que le CERFO mène un projet là, avec le ministère des Transports, puis il y avait certaines haies du couloir Scott qui se retrouvaient près de routes, donc on a été amené à coordonner un peu les travaux d'entretien chez eux. Puis voilà. Donc, je vais le laisser à son tour se présenter. Oui, merci Victor. Jean-Michel alors Prusse, je suis directeur technique et innovation au groupe Couvoir Scott. Je travaille pour le groupe depuis 7 ans. Puis mes, mes expertises sont pas vraiment en production végétale ou en agroforesterie, mais par la bande, j'ai réussi à en connaître plus sur les façons, tu sais, les façons d'implanter les haies et de les entretenir. Mais en général, dans mon day-to-day, je m'occupe plus de la nutrition, puis de la veille scientifique pour le groupe. Donc voilà. Donc, je vais présenter le couvoir rapidement. Donc, on produit annuellement. Donc, le couvoir, c'est une usine. Dans laquelle on reçoit des œufs fertiles, on les incube, puis ce qui en ressort, si c'est des poussins on les appelle des poussins de 0 jour, là, des poussins prêts à être livrés chez les producteurs, chez les éleveurs de volailles du Québec. On a 13 sites de production, donc on a les fermes qui produisent ces œufs-là, donc des fermes où est-ce qu'il y a des pondeuses et des coques. On a aussi des fermes de poulets de chair, donc on se rachète une certaine partie de ces poussins qui éclosent là. Faut spécifier, nous autres, on produit des poussins de type chair, donc c'est pas des poussins qui vont produire des pondeuses, là. Donc nous, on conserve les mâles et les femelles, les deux ont une valeur économique importante. On est vraiment à l'est du Québec. On n'a pas vraiment de pied à terre à partir de Lobinière, là, ça finit là. Puis c'est ça, on a une meunerie, on a de multiples types de fermes, compagnie de transport de moulées, 120 employés en tout. C'est une compagnie familiale, historiquement, là, la famille Grégoire de Sainte-Marie-de-Beauce qui la possède. Euh, Comment est-ce que on en est venu à planter des arbres? Je pense pas que le grand-père de mon patron aurait jamais pensé qu'on aurait planté des arbres autour de ses poulaillers. En tout cas. Mais dans le fond, c'est quand on m'a engagé, j'ai soulevé le point là avec mon employeur, avec mon patron, parce que j'avais déjà eu de l'intérêt à l'université. Là, on en parlait déjà. J'avais lu des articles dans un magazine avicole, mais européen. Puis quand que j'en ai parlé avec mon patron, il m'a dit, ben, commençons avec une phase, on va voir comment que ça va. Puis donc, il avait été très généreux et puis il a eu confiance en moi à ce niveau-là. Fait qu'en 2019, on a fait notre première phase. La planification a été faite par notre club conseil en agro-environnement. Euh, Puis après ça, je travaillais conjointement à cet effet-là, à la planification. Puis au courant du processus, j'ai pris la confiance, puis j'ai vu que que je pourrais le faire pour les prochaines phases. Donc c'est ça qui est arrivé. 2020, 2021, c'est moi qui ai planifié la plantation, le plan d'aménagement. Il y a eu des erreurs, c'est pas parfait, mais ça fait partie du plaisir. Puis en 2025, on a fait, donc l'année dernière, on a fait une autre plantation. Mais là, celle-là, on avait vraiment pas le temps. Moi, j'avais pas le temps. On était en plein agrandissement au couvoir. Donc, on a donné, mais dans le fond, c'est l'Organisation de protection du bassin versant qui s'est proposée. Donc, ils ont tout fait clé en main, mais on a quand même planté 1,8 km, je pense, de haies l'année dernière, proche du couvoir à Scott. Ce qui me motivait initialement, tu sais, pourquoi qu'en 2019, on a foncé
dans ces projets-là. Puis c'est beaucoup d'être un bon citoyen corporatif dans les régions, dans les communautés où est-ce qu'on est implanté. On a des fermes qui étaient historiquement loin des zones urbaines, mais Saint-Apollinaire, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Étienne, c'est une banlieue de Québec quasiment. Donc, heureusement et malheureusement, ben, il y a eu beaucoup plus de construction urbaine dans ces régions-là. Donc, on voulait réduire les risques tu sais, sociaux, d'odeur, de poussière. Donc, puis aussi, comme bon voisin, on voulait embellir le paysage. Ça, c'était une des motivations. Après ça, ben, il y a toutes les risques, tu sais, comme il y a l'accumulation de la minimisation de certains risques qui, ensemble, font en sorte qu'on s'est dit, ben, ça vaut la peine. Donc, on réduit les risques sanitaires, on réduit les risques liés aux effets du climat sur la performance mécanique et énergétique de nos bâtiments. Puis, fait que ça, c'était pas mal ça les principaux motivateurs à l'époque. Puis, ils ont changé un peu, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Puis, ben, quand on arrive au moment en fait où l'entreprise, justement, c'est comme le couvreur décide d'aller de l'avant, ben, on a quand même quelques éléments techniques un peu à considérer là, avant de vraiment aller planter. Donc, il y a comme deux types d'aménagements un peu là, qui sont souvent demandés par les entreprises. On les a vus un petit peu tantôt avec Cécile. Le premier, c'est plus généralement pour diminuer les coûts de chauffage puis de déneigement. Donc, on va se placer un peu plus loin, à peu près 30 à 60 mètres. Puis, entre 30 et 60 mètres, c'est vraiment l'endroit où le bâtiment se retrouve, là où il y a la plus grande diminution de la vitesse du vent. Donc, c'est là où finalement il y a la meilleure protection. Puis, ben, ça permet aussi d'éviter l'accumulation de neige sur le bâtiment parce qu'elle va se faire vraiment plus proche de la haie. Donc, c'est comme l'endroit idéal. Puis, idéalement, ben, on parle de 2 à 3 rangées parce que ça va vraiment assurer la continuité de la protection dans le temps. Parce que si on a juste une rangée, puis on veut renouveler la haie, ou s'il y a de la maladie, puis on décide, ben, on doit couper finalement la plupart des arbres, ben, on se retrouve un peu sans protection. Donc, si on a 2, 3 rangées, ça permet vraiment une protection sur le long terme. On dit aussi que la haie doit dépasser le bâtiment. Donc, on parle ici de la longueur de la haie, qui doit être plus longue que la longueur du bâtiment. Euh, Parce que ben, ça tient compte en fait des vents qui vont des fois contourner la haie. Puis, ben, à ces extrémités-là où le vent va contourner, on va avoir comme des remous d'air, là, puis ça peut venir en fait diminuer la protection à l'extrémité de notre bâtiment. On va aussi faire des patrons en forme de L ou de U pour vraiment essayer d'avoir une protection complète des vents dominants ou des vents problématiques, là. Donc, des fois, c'est pas nécessairement les vents dominants qui sont les plus problématiques, ça peut être aussi les vents de tempête. Donc, quand on a des aménagements en U, par exemple, ben, on peut avoir une protection et des vents dominants du sud-ouest, par exemple, et des vents plus de tempête du nord-est. Donc, c'est vraiment comme le meilleur patron, si on veut. Évidemment, dans la réalité terrain, des fois, c'est pas possible, mais c'est ce qu'on va essayer de promouvoir. Puis, ben, on veut aussi une hauteur d'environ 15 mètres. C'est ce qui nous permet de trapper la neige et de diminuer le plus là, la vitesse du vent. Puis, ben, ça nous permet aussi d'avoir des aménagements qui sont généralement plus hauts que les bâtiments. C'est aussi ce qu'on veut. Puis, ben, évidemment, c'est aussi ce genre d'aménagement-là là, va aussi avoir un impact quand même intéressant sur l'amélioration de la biosécurité, un peu plus que le deuxième type d'aménagement là, qu'on va voir juste après. Puis ici, ben, c'est un exemple, là, des fois, les images parlent un peu plus que les mots. Donc, ça, c'est un aménagement qui a été mis, par exemple, très près des bâtiments. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai vu ça, là, c'était une entreprise que j'ai visitée. Je me suis dit, bon, il va y avoir une bonne accumulation de neige directement sur le bâtiment. C'est peut-être pas l'idéal, sachant que ben, déjà, ça peut éventuellement causer des bris à long terme là, s'il y a trop de neige qui s'accumule. Puis, ben, juste de déneiger le chemin aussi qu'on voit, ça va être des coûts de déneigement quand même possiblement importants. Mais c'est sûr qu'on va avoir une diminution de la vitesse du vent, puis l'effet sur le chauffage va se faire sentir. Donc, ça dépend toujours un peu
de la priorité de l'entreprise, puis de ce qui l'intéresse vraiment, puis aussi de l'espace qu'elle a. Tu sais, dans ce cas-ci, sa limite de l'eau était juste après la haie, donc elle n'avait pas nécessairement le luxe de dire je vais me positionner à 30, 60 mètres. C'était un peu impossible dans son cas. Donc elle a pris cette décision, puis elle a quand même un aménagement qui, pour elle, est intéressant, permet de diminuer ses coûts de chauffage. Puis ici, c'est d'autres images, donc c'est un peu juste pour montrer là, à quoi on peut s'attendre d'un aménagement comme ça, euh, de 2 à 3 rangées, là, tout dépendant des situations. Après à peu près 9 ans, donc on voit que les épinettes sont déjà rendues à peu près à 2, 3 mètres, donc dépassent la hauteur d'une personne. Puis avec ça, on peut déjà avoir une protection qui est quand même intéressante. On va avoir une accumulation de la neige, puis une petite diminution quand même de la vitesse du vent aussi. Puis après 19 ans, ben là, on a des haies qui offrent une protection vraiment super intéressante. En plus, ici, on a une deuxième rangée avec des feuillus, donc on a ajouté de la diversité. Donc là, on a vraiment un aménagement qui est pratiquement optimal, je dirais. Puis ben maintenant, on a le deuxième type d'aménagement. Là, c'est des haies beaucoup plus proches des bâtiments. Le but ici, c'est souvent de diminuer les coûts, plus de ventilation là, en faisant de l'ombrage l'été, donc diminuer les coûts pour venir diminuer la température dans les bâtiments en été. Donc, on va se mettre évidemment beaucoup plus proche. On parle de 8 à 12 mètres du bâtiment. On pourrait se mettre encore plus proche de ça. C'est juste que souvent, le sol près des bâtiments là, est assez tassé, très compacté. Et moi, ça m'est déjà arrivé de tu sais, vouloir me mettre à 4, 5 mètres, mais c'était du remblai, c'était pratiquement impossible à creuser. Donc, tu sais, il a nécessairement fallu se tasser un peu plus loin. Puis évidemment, ben là, on va prendre des arbres là, qui sont plus des feuillus, qui ont une canopée assez dense, assez large, comme des érables, des chênes, des tilleuls. C'est des espèces généralement qu'on va favoriser. Puis on va espacer nos arbres beaucoup plus aussi. On parle d'à peu près 8 mètres. Moi, ça m'est arrivé dans certaines conditions, étant donné que justement le sol était très compacté, c'était pas les meilleures conditions pour les arbres de planter un petit peu plus dense, aux 4 mètres, en disant que le taux de mortalité allait peut-être être un peu plus élevé que dans d'autres types de plantations. Puis en me disant, au pire des cas, j'aime mieux faire une fois les travaux puis venir couper, éclaircir en coupant quelques arbres dans 5 à 10 ans au besoin, si jamais c'est nécessaire. Puis ben, il y a quelques espèces qui peuvent être aussi à éviter, là, comme les peupliers, les érables argentés quand on est très près des bâtiments, étant donné les racines là, qui pourraient peut-être causer certains enjeux. Donc, je vais vous présenter rapidement. Ça, c'est la phase 1 chez nous, là. Comment qu'on a planté ça, comment qu'on a planifié ça. Si on voit là, le site à Lévis, là, ben, qui est à Saint-Antoine-de-Tie, presque à droite, on voit que les vents, on a planté une haie de saule là, sur le chemin d'accès au poulailler tout le long de pour protéger contre les vents très violents qui viennent par là parfois. C'est pas les vents dominants, mais on sait que ces vents-là, quand il y en a, c'est parce qu'il fait pas beau. Puis après ça, on a mis entre chaque poulailler des haies plus avec un objectif plus de biosécurité, filtration des particules puis des poussières entre les poulaillers. Pour la haie qui est à gauche, pour le système à gauche, ben, on a mis une haie avec des arbustes fruitiers et qui produisent beaucoup de fleurs à l'avant du chemin, la route des ruisseaux, pour embellir un peu puis cacher nos poulaillers. Puis ensuite, puis vu qu'on est comme dans une forêt dans cette zone-là, un peu moins euh, côté vent, c'est un peu moins important. Le site à Lévis, là, on est sur le bord du fleuve, là, sur la 132, là, ça, ils vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça, c'était pertinent à ce niveau-là. Pour ce qui est de Saint-Apollinaire, plus au niveau bioscurité, embellir, euh, le paysage, puis être de meilleurs voisins. Donc, l'exécution des travaux, euh, on a, on a fait faire le déroulage de plastique. Évidemment, à forfait, c'est vraiment pas une job plaisante à faire. Ben, je peux pas m'imaginer qu'on fasse ça nous-mêmes. Après ça, il y a eu une année qu'on a dû même arroser manuellement avec un tracteur, avec une tank d'eau de 1000 litres. Puis on a fait plusieurs arrosages dans l'été, mais c'était juste une année
sur les quatre, disons, années de plantation qu'on a faites dans les 6 dernières années. Puis c'est pour ça maintenant que je tends peut-être à vouloir faire plus de plantations pour les prochaines années. Comme en 2025, on a fait une plantation d'automne. J'aime quand même ça parce que ça minimise les risques d'être obligé d'aller arroser les plantes euh, l'été suivant. Puis aussi, ça a été un moment très, très apprécié par les employés. Des fois, tu sais, dans les parties de Noël, ils me demandent, on plante d'autres arbres l'année prochaine. Tu sais, c'est un moment qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont apprécié de faire. Ça a changé un peu la routine d'être dans un poulailler. Euh, Puis après ça, ben la taille, c'est moi qui a fait par temps perdu au printemps. Puis là, je suis rendu à être au lieu de m'équiper avec une petite chaîne de ça, je pense, à batterie, là, parce que ça, ça commence. Mes ciseaux de taille, ils font plus de travail. Fait que c'est pas mal ça. On a pas mal tout réalisé sauf en 2025, puis ça a été très, très apprécié. Puis c'était là, vous voyez, ça c'est le site qu'on a fait en collaboration avec le Cerfo. Donc on est, si on, si on faisait un 180 degrés puis on regardait de l'autre sens, on verrait le- le- l'autoroute 20. Fait que pour la prochaine fois que vous passez proche de Saint-Apollinaire, là, sur la 20, vous pouvez voir nos poulaillers puis nos installations et nos arbres qui commencent à être grands. Euh, Je pourrais parler des erreurs qu'on a faites en planification. D'ailleurs, il y a le choix des essences. J'ai peut-être pas assez fait d'analyse de ça, ben dans le sens que j'en ai fait aucune analyse de ça dans, quand j'ai choisi mes essences. Mais on a perdu, il y a certaines des essences qui fonctionnaient pas du tout. Euh, J'adore les cèdres. J'aimerais s'en planter partout, mais malheureusement, on a beaucoup de chevreuils dans ce coin-là, puis eux aussi, on a des atomes crochus à ce niveau-là. Donc, on met beaucoup d'efforts à les protéger, mais tu sais, c'est beaucoup de travail. Tu sais, ils ont 5 ans, puis on les protège encore. Donc, à chaque hiver, là. Donc, c'est quand même de la job. Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est les employés, ça, donc, ils apprécient moins ça, mais ils comprennent. Puis, quand les sets vont être assez grands, là, on va laisser aller, puis ils se font manger le bois. On a aussi fait un essai une année avec un pays biologique. Le MAPAC m'avait dit que c'était à mes risques et périls, puis que si, donc j'ai signé comme un contrat additionnel que si le pays tenait pas comme 3 4 ans, fallait que je désherbe manuellement, puis malheureusement, j'ai désherbé manuellement pendant 2 3 années. Ça allait vraiment pas tenu. On a aussi installé un support pour les oiseaux de proie. Dans ce temps-là, Primevert avait des allocations pour ces genres d'installations-là. Euh, Ni moi, ni aucun employé à date, on a vu un oiseau de proie sur la structure. C'est un peu plate. C'est la structure qu'on voit à droite. Mais je pense que c'est très durable. C'est posé sur un technopieux, c'est en galvanisé. Ça va être là pendant 50 ans. Donc, peut-être qu'un jour, on en verrait. Puis peut-être la nuit aussi, il y a des chouettes qui y vont puis qu'on n'est pas au courant. Euh, Aussi, ben c'est ça. Puis par rapport aux analyses de sol, je pense que les prochains, en 2025, l'organisation du bassin versant a fait des analyses de sol. Eux, ils ont été se sont bien préparés. Tandis que, puis pour la suite des choses, si on reprend en main de la planification de plantation de haies, je vais faire au moins 2 3 analyses de sol sur parce que, tu sais, puis aussi, si tu regardes les études pédologiques de ton secteur, tu peux voir aussi si tu as plusieurs types de sols différents, là, ça se fait bien. Ça sauve, tu sais, une analyse de sol, c'est 100 pièces. Ben, tu sais, on a replanté pour au moins 500 pièces d'arbres, là, dans les dernières années, à cause de la mortalité, surtout dans les secteurs que, euh, on avait trop d'argile, puis ça se drainait mal. Autre apprentissage, ben dans le fond, ok. Quand j'ai expliqué les objectifs initiaux pour la plantation des haies, on en a ajouté, entre autres, là, les employés euh, aiment
aiment ça. Ils aiment beaucoup parce que tu sais, sur nos fermes, on a coupé la majorité des arbres. Les agriculteurs, dans le temps, ils coupaient tous les arbres. Donc, ils aimaient cet effet-là. Puis aussi, on a planté des arbustes fruitiers, puis ça, ben, moi, j'en profite pas parce qu'ils les dévalisent tous avant que j'y aie accès, puis c'est correct. Donc, on a des camérisiers, des amélanchiers, puis un autre type d'arbre que je me souviens plus. Mais les employés apprécient beaucoup le fait qu'on ait quelques arbres à fruits ou des arbustes à fruits. Chose aussi à réfléchir, on a perdu quelques arbres là, suite à des dérives de pesticides. Donc, c'est toujours tu sais, c'était un locataire, faut toujours avoir des bonnes relations. Puis, tu sais, déjà qu'il était pas tant content qu'on plante des arbres dans nos champs. Le fait qu'il y ait, on peut voir là, dans l'image à gauche, il y a les bouts là, c'était partout de même là, à grandeur de cette ligne euh, d'arbres-là, c'était les mélèzes qui étaient principalement touchés, peut-être plus sensibles. Puis c'était quoi? Je me souviens plus c'était qu'est-ce qu'il y avait. Je ne m'étais pas informé sur l'herbicide. Ensuite, puis c'est ça. Au fil des plantations, on s'est amélioré, on a fait moins d'erreurs, puis on est devenu meilleur. Puis je pense que c'était un bel apprentissage pour l'organisation. Euh, ouais. Ce qu'on a, fait que j'en ai déjà parlé, mais les employés ont adoré. Ils adorent tant. Parce que on peut voir ici à gauche, là, c'est la haie de saule là, qu'on a plantée. Si je retourne ici, là, à fond, dans la photo à droite, c'est la haie qui longe le chemin là, de la 132 jusqu'au fond du site. Ben, ça donne ça aujourd'hui. Fait que ça protège les gens du vent. Même l'hiver, quand les saules perdent de leurs feuilles, ils ventent énormément, là, puis ça peut être très déplaisant. Donc, ça limite un peu la vitesse du vent à ce niveau-là. Ça l'embellit le site. Donc, les employés aiment bien ça. Sans parler des fruits qui cueillent de temps en temps. Euh, Aussi, on a eu accès dans les dernières années à comme des promotions soit des organisations de bassins versants où il y a eu des concours dans l'industrie qui, qui révèlent, dans le fond, des bonnes actions corporatives. Ben, on a été souligné à certains niveaux pour avoir planté des arbres autour de notre site. C'est un velours, ça fait du bien, mais on le faisait pas pour ça. On tombe moins aussi, là. On a vraiment des gros sites, puis je pense qu'on doit sauver à date, là. Sont pas gros les arbres, mais peut-être un 5 à 10% de temps de tonte. Puis je pense que ça va être beaucoup plus dans le futur parce qu'on tombe encore entre les rangs. Mais je pense que cette année ou l'année prochaine, ils seront plus capables de tomber entre les rangs d'arbres. Fait que ça va se refermer. Biosécurité, on se croise les doigts, la grippe aviaire, on n'en a pas encore eu. Mais tu sais, il y a beaucoup de maladies virales, là. Ça doit être 60% des maladies avicoles sont virales. Donc, captation des particules, est-ce que ça fait un effet ou pas? On ne le sait pas. De toute façon, les arbres ont maximum 8 pieds. Donc, mais entre les poulailler, on espère qu'à long terme, ça minimise les risques de propagation de maladies entre les poulaillers, mais aussi sur ce qui vient d'ailleurs. Donc, parce qu'on est quand même parfois dans des zones très densément peuplées d'un point de vue avicole. Puis aussi, ben, pour les lames de neige, on n'a pas encore vu. Il y a certains endroits qu'on en a vu, mais nos arbres sont encore trop petits, là. On voit ici, ça, tu sais, les arbres, ils ont 8 10 pieds. Euh, Puis, pour terminer, ben, c'est apprécié. On a des voisins que c'est anecdotique, mais on a des voisins qui sont allés voir des contremaîtres sur des sites, puis on peut parler des haies, puis sont très heureux. Comme je répétais tantôt, c'est des citadins qui viennent de la ville, qui s'installent.
sur le bord du fleuve qui s'installent à Saint-Apollinaire pour avoir un terrain et tout. Puis ils viennent nous voir puis ils disent qu'ils sont heureux de voir qu'on plante des arbres. C'est pas le même discours des producteurs agricoles par contre, mais de la région, mais c'est autre chose. Euh, Puis ce qu'on a, moi ce que j'ai bien hâte d'évaluer dans le futur, c'est l'effet sur les coûts de ventilation, les coûts de chauffage. Donc, j'ai l'historique pour chaque poulailler de consommation de propane des 10 dernières années. Fait que j'ai hâte de me faire des moyennes longitudinales, là, tu sais, quand que les arbres vont avoir atteint. Vous voyez, ça, c'est des poulaillers qui sont assez hauts de 2 étages. Tu sais, si on avait des poulaillers un étage, ça l'aiderait, mais on, à cause de nos hivers au Québec, on tend à faire des poulaillers de 2, 3 étages. Euh, mais ça, j'ai hâte de voir là, s'il y a une amélioration tant escomptée là, au niveau des réductions de chauffage. Puis aussi, ben, il y a la performance de ventilation qui aide assurément. Donc, quand tu as un ventilateur qui fonctionne puis que le vent frappe directement sur ton ventilateur, ben, c'est sûr que ça diminue grandement la capacité de ton ventilateur à sortir l'air vicié du poulailler. Puis si tu es l'autre bord du poulailler puis que le vent frappe sur tes entrées d'air, ben la pression qui est produite là, elle change le taux d'entrée. Tu sais, tu vas avoir moins d'air qui va rentrer dans ton poulailler euh, à cause des jeux de pression, de la différence de pression entre ton entrée d'air et l'intérieur de ton poulailler. Donc, tout ça pour dire, ça aussi, on va le voir plus tard parce que nos haies sont trop jeunes. J'en ai parlé, mais tu sais, on a été souligné dans Producteur de bons coups là, c'est un projet d'une organisation de bassin versant. Ça, on était bien heureux. Euh, puis ouais, c'est bon. Puis après ça, ben, les locataires, ça a été beaucoup de travail. C'est des, tu sais, c'est des voisins, hein, nos locataires. C'est des gens avec qu'on voit à chaque mois, qu'on croise dans le rang. Des fois, on s'emprunte de la machinerie. Tu sais, puis quand on leur expliquait qu'on voulait planter des arbres dans les champs, parce qu'on plante pas seulement autour des poulaillers, là, il a fallu faire du travail. On leur expliquait qu'on allait tailler agressivement, que ça allait pas trop toucher à leurs équipements, puis leur voler de la superficie, mais tu sais, puis au final, je pense qu'ils ont compris. Puis généralement, après 2 ans de plantation, tu sais, on n'entend plus rien à leur niveau, ils sont habitués. Puis j'espère qu'il y en a plus dans le futur. Voilà. Euh, ben, tu peux commencer cette portion-là sur Moi, ça, le ben oui, soutien c'est moi ça. de... Ben, puis dans le fond, dans les côtés, le côté facilitateur de ces projets-là, puis ça serait pour tout producteur qui veut se lancer, là. Euh, on commence avec une rencontre avec le MAPAC, donc la conseillère de votre région qui s'occupe de Prime Vert, allez la voir, expliquez-lui votre projet, puis après ça, elle va pouvoir, tu sais, c'est Annie Goudreau, là, dans la région de la Beauce, elle nous a vraiment aidé. Ensuite, ce qui nous a aidé, c'est qu'on est une grande entreprise, tu sais, c'était pas des gros investissements, c'est plus un investissement en temps qu'en argent, comme projet. Je venais de sortir de l'université, c'était une opportunité sûrement d'apprendre puis de me développer d'un point de vue professionnel. Fait que mon patron a dit vas-y. Puis finalement, on était très surpris des retombées. J'ai eu la limite, c'était qu'à un moment donné, je voulais peut-être essayer de planter des arbres truffiers, mais le coût était un peu prohibitif. Fait que on a atteint la limite à ce niveau-là. Ensuite, on a, on a une entreprise qui s'est beaucoup rajeunie dans les dernières années, fait qu'il y a beaucoup de directeurs, de leaders, tu sais, le leadership s'est rajeuni, donc amener ces idées-là. Tu sais, moi, tu sais, j'ai très peu d'employés, donc c'est pas moi qui, j'avais besoin du support des directeurs ces fermes pour me dire, ben oui, prends-en des employés, pour planter, pour désherber, le désherbage des maudits pays biodégradables. Euh,
Ensuite, ben, les guides techniques, je me suis abreuvé beaucoup dans cette littérature-là. Puis, on a eu beaucoup d'aide aussi de la Fondation, de la Fond du Québec, MTQ pour des projets qui sont sur le bord de la 20, mais aussi ici à Scott, là, je me souviens même plus du numéro du chemin ici, mais ils vendent beaucoup, puis c'est dangereux ici l'hiver. Fait que on a eu de l'aide ici aussi. Puis en euh, non le moindre, mais le Cerfo, on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Emmanuel et Victor. Là. Ça a vraiment tu sais, j'ai appris beaucoup de eux aussi. Fait que je pense que nos prochains aménagements vont vraiment être plus mieux ciblés. Puis, c'est ça. Oui, puis ben c'est ça. Nous, comment on fonctionne un peu dans notre accompagnement de manière générale. Tu sais, c'est sûr que quand on rencontre une entreprise, bien souvent, en tout cas pour la plupart, là, ils savent pas nécessairement par où commencer ou par où prendre ça. Tu sais, un aménagement agroforestier. Donc, nous, on essaie d'offrir un peu là, un projet clé en main, c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner tout au long du processus. On va aller faire d'abord une visite pour voir un peu c'est quoi les contraintes sur le site, c'est quoi les possibilités d'aménagement. Euh, Puis, tu sais, souvent, les entreprises ont déjà un peu leur idée, ils savent déjà un peu ce qu'ils veulent, mais des fois aussi, il y en a qui savent pas du tout, puis qui nous demandent un peu la question, justement, là, qu'est-ce qui est possible chez moi? Donc, on va vraiment les accompagner là-dedans. Puis après, ben, on va aussi essayer de s'occuper là, le plus possible de toute la paperasse ou de l'administratif. Donc, tous les suivis avec le MAPAC, monter les plans, puis c'est ça. On essaie d'envoyer là, les documents les plus finaux possibles. Évidemment, on fait tout valider par les producteurs par la suite, mais on essaie de compléter le plus possible en amont. Puis bon, on va faire justement les plans qu'on va envoyer au MAPAC. Euh, Puis une fois que c'est accepté par le MAPAC, ben là, on s'occupe aussi de réserver tout le matériel, les végétaux, s'il y a besoin de sous-traitants, comme par exemple dans le cas où Jean-Michel parlait tout à l'heure, là, où il y avait besoin de quelqu'un pour venir faire le déroulage du pays plastique, ben on va aussi trouver les sous-traitants. S'il y a besoin d'équipes de planteurs parce que l'entreprise n'a pas nécessairement là, la main-d'œuvre pour le faire au complet elle-même, ben on va aussi les trouver. Puis on va être là, généralement, là, je dis au besoin, mais tu sais, la plupart du temps, on est là aussi au moment de la plantation pour vraiment s'assurer que tous les plans sont suivis, puis que les séquences sont bien suivies aussi, bref, que les travaux se passent bien. Euh, Puis ben, après les aménagements, si jamais ça a été financé là, par le MAPAC, ben, il y a une visite de conformité qui est obligatoire, donc on va aussi s'occuper de faire ça, puis de faire un peu toutes les demandes de remboursement au ministère aussi, selon là, évidemment les sources de financement. Puis dans un monde idéal, on fait aussi les suivis des aménagements. C'est sûr que maintenant que c'est plus remboursé là, par Primevert, les travaux d'entretien, disons qu'il y a moins d'entreprises qui sont prêtes à les financer par elles-mêmes et donc à nous faire venir pour ça, mais on s'occupe aussi de faire ça quand c'est possible. Puis ben, une fois qu'on a fait tout ça, en fait, tu sais, pourquoi les entreprises en général nous approchent pour ce genre d'aménagement-là? Il y a quand même plusieurs raisons, plusieurs bienfaits qui sont soulevés, là. Puis un des premiers, c'est la réduction des coûts. Quel type de coûts? Ben, il y en a plusieurs. Il y a notamment les coûts de chauffage qui, selon les études, pourraient aller jusqu'à peu près 15%. C'est sûr que c'est des études qui, bon, sont basées des fois sur des, 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 des projets qui ont été faits aux États-Unis dans les années 80, 90. Des fois, c'était plus sur des bâtiments résidentiels ou des serres. Donc, honnêtement, des données fiables, à jour, sur des bâtiments d'élevage avicole au Québec, tu sais, on n'en a pas. Puis c'est là aussi que ce que Jean-Michel disait tout à l'heure, quand il va sortir ses chiffres, moi, je vais être bien intéressé de collaborer avec lui, ou en tout cas, je ne sais pas si on pourrait faire un projet éventuel là-dessus, mais c'est une donnée vraiment qui est manquante au Québec, puis qu'on devrait avoir parce que ça peut être des économies vraiment importantes, puis on va le voir tantôt avec une simulation économique un peu, là. Il y a aussi ben, amélioration des performances du système de ventilation. Donc, comme on l'a dit tantôt, là, les bourrasques qui rentrent dans les systèmes vont être beaucoup diminuées avec certains aménagements. Donc, l'efficacité du système va être meilleure. Réduction des coûts de déneigement qui peuvent aller jusqu'à 20%. Donc, c'est quand même des coûts, encore une fois, qui peuvent être importants. C'est quelque chose, honnêtement, qui a été souvent mentionné là, par des entreprises qu'on a accompagnées comme étant un peu
le point le plus intéressant pour eux, là. Puis, il y a une image là à gauche du camion, là. C'était une étude qui a été faite en fait aux États-Unis par une organisation là, ministérielle responsable des transports. Puis selon leurs estimations puis leurs projets de recherche qu'ils avaient menés, là, ils voyaient que ça leur coûtait 100 fois moins cher de trapper la neige avec des haies brise-vent que de passer la déneiger là, avec des déneigeuses. Donc, c'est juste pour donner une idée d'à quel point ça peut être quand même rentable comme aménagement. Puis, ben, finalement, tout ça peut amener moins de bris sur les bâtiments, que ce soit par les vents qui sont moins forts, puis aussi l'accumulation de neige qui est moins importante sur les toits. Autre raison aussi là, qui peut... ah ben ouais, ça, c'était une image qui me montrait un petit peu là, qu'est-ce qui peut arriver justement quand le vent arrive à une haie, là, quand il arrive face à un obstacle, finalement, ben, il va être comme... Il doit trouver un autre chemin, tu sais. Et quand on a une haie dense, donc un peu comme le modèle qu'on a présenté tantôt, souvent ce qu'on met là, à peu près à 30 mètres des bâtiments, donc c'est l'exemple de l'image du haut, ben, tout le vent va s'engouffrer un peu à la même place parce que notre haie justement est très dense. Et donc, ce que ça va amener, c'est plusieurs bourrasques parce qu'il y a comme beaucoup de vent qui s'engouffre tout au même endroit. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la protection, des fois, est peut-être moins étendue dans la longueur. Euh, mais l'endroit où, justement, on se retrouve avec la protection où on a mis le bâtiment à 30-60 mètres, ben, c'est vraiment la protection idéale. Et même si on avait une aile qui serait moins dense, ben, il y a quand même plus de vent qui passe. Donc, euh, les améliorations en termes de chauffage, par exemple, sont peut-être moins importantes. Donc, avec ce type d'aménagement-là et un bâtiment positionné là, c'est vraiment la protection ultime. Si on était plus loin, ben, on retomberait dans les bourrasques, donc on aurait certains désavantages. Puis si on était plus proche, ben, il y aurait de la neige qui serait accumulée. Autre bienfait qui est souvent mentionné, ben, c'est évidemment tous les aspects de biosécurité. Puis, on en a parlé un peu, mais c'est beaucoup dû au volume de poussière en suspension, en fait, qui va être diminué. Puis, dans certaines études, là, on parlait de jusqu'à 50% des poussières qui seraient donc retenues dans les aménagements agroforestiers autour des bâtiments. Donc, ça vient vraiment créer tu sais, une barrière filtrante. Euh, puis, ben, c'est souvent sur ces poussières en suspension-là, en fait, que les agents pathogènes vont comme être transportés. Donc, évidemment, si on les capte dans des aménagements, ben, on vient un peu réduire les risques de propagation. Euh, Puis ben, c'est ça, ça va baisser les risques de propagation entre soit des sites, donc différentes entreprises, un peu comme on voit sur la photo, mais aussi pour une même entreprise sur un même site, entre les différents poulaillers, là, entre les différents bâtiments. Puis, ben sinon, c'est sûr que les brise-vents là, peuvent aussi créer une espèce de barrière avec les oiseaux migrateurs qui souvent, par exemple, dans le cas de la grippe aviaire, vont être un peu les vecteurs de maladies. Euh, Puis généralement, ces oiseaux migrateurs-là vont avoir un peu moins tendance à utiliser les haies brise-vent. C'est quand même quelque chose qui fait souvent peur aux producteurs avicoles, là, que les aménagements puissent créer comme la présence de plus d'oiseaux migrateurs justement autour de leur bâtiment. Ce qui est recensé en général dans la littérature, même si tu sais, il y a peu d'études qui se touchent directement à ça, c'est que c'est plus les oiseaux champêtres en général qui sont plus bénéfiques pour le milieu agricole, qui vont fréquenter les aménagements agroforestiers. Et ben, ces oiseaux-là ont un petit peu moins tendance à être les plus grands vecteurs de maladies, là. Donc, pour la biodiversité en général, c'est plus un bienfait. Sinon, autres raisons là, qui sont souvent mentionnées par les producteurs que j'ai pu accompagner, ben, c'est sûr qu'il y a des aspects de biodiversité, mais aussi des raisons d'esthétisme. Donc, des fois, tu sais, on m'a demandé d'installer des haies qui étaient un peu plus des brises vues, tu sais, pour cacher certaines portions un peu moins belles des sites de production, des fosses, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, et puis ça participait donc à un peu l'acceptabilité sociale là, de leur site de production et des meilleures relations des fois avec leurs voisins. Dilution des odeurs aussi. Cécile en a quand même parlé tout à l'heure, là, donc le plus ou moins de 30% que je mentionne venait de l'étude de Saint-Hyacinthe dont elle a parlé. Donc c'est vraiment autant
tu sais, la dilution des odeurs elles-mêmes, mais aussi tout le panache d'odeurs qui va être réduit, donc la superficie à laquelle se rendent les odeurs. Et autre élément qui est quand même intéressant, qui est de plus en plus, je dirais, en vogue, ben, c'est évidemment la séquestration de carbone qui peut être mobilisée par les entreprises, entre autres pour aller chercher des crédits carbone. C'est pas une obligation, mais il y a certaines entreprises quand même qui vont tendre vers ça. Et ben, dans le cas du couloir Scott, par exemple, là, si on passe à la prochaine diapo, ça n'a pas vraiment été un intérêt chez eux. Ça n'a pas vraiment eu une influence dans leur choix d'implanter des aménagements. C'était pas pour ça qu'ils le faisaient. Puis ils sont pas allés chercher de crédit carbone avec ça. Ils en ont pas vendu non plus. Mais ça pourrait être éventuellement une opportunité financière là, dans le futur. Puis il y a quand même plusieurs entreprises qui y pensent. Euh, et donc une entreprise agricole ou avicole qui voudrait utiliser les marchés du carbone aurait quelques options. Euh, qui sont donc dans la prochaine diapo. Euh, En fait, il y a plusieurs possibilités pour une entreprise qui veut participer au marché du carbone. Les aménagements agroforestiers sont évidemment une option souvent utilisée, mais il y a aussi bon, différentes possibilités. Par exemple, des projets de biométhanisation de lisier ou autres. Mais l'agroforesterie est quand même souvent un moyen intéressant. Puis ben, il y a comme deux principaux là, marchés qui sont utilisables, soit le marché réglementé et le marché volontaire. Donc le marché réglementé est évidemment plus géré par le gouvernement. Donc il y a un système là, ça s'appelle le SPED, le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission qui a été mis en place là, entre le Québec et la Californie. Et ça repose en fait sur toute une gamme de protocoles, de règlements qui sont gérés par les autorités gouvernementales. C'est la principale différence avec le marché plus volontaire, euh, parce que c'est un protocole qui est plus fixe, avec une rigueur qui est quand même assez élevée. Et les marchés volontaires ben, sont plus axés, en fait, c'est géré par différentes organisations qui ont chacune un peu leur protocole, leur méthodologie. Donc la rigueur est un peu plus variable. Le système, en fait, aussi de rétribution des entreprises peut être un peu plus variable aussi. Mais les deux sont utilisables par les entreprises agricoles. Puis ben, le crédit peut être délivré soit à la plantation. Donc là, tu as des organisations qui vont fonctionner comme ça. Ils vont approcher des entreprises agricoles, ils vont leur dire, on vous donne tel montant au moment de la plantation, ou des fois, ils vont dire, on s'occupe de l'entièreté des travaux, vous avez rien à payer, puis nous, ben, on va ramasser un peu l'argent des crédits carbone pour payer l'aménagement, payer notre main-d'œuvre. Et il y a d'autres organisations où le gouvernement avec le marché réglementé qui vont plutôt fonctionner avec une compensation là, une fois que le bénéfice a été constaté. Donc, c'est-à-dire que si vous venez de planter les arbres, il n'y a pas vraiment encore eu de carbone séquestré, donc vous n'aurez pas de paiement tout de suite. Vous allez l'avoir dans quelques années quand on va constater en fait que le carbone a été séquestré. Ce qui permet aussi à certaines entreprises qui ont mis en place des aménagements il y a 10, 15 ans d'obtenir des crédits carbone pour leurs vieux aménagements, ce qui peut être aussi quand même intéressant. Un élément quand même important à prendre en compte, c'est la carboneutralité. Il y a quand même, c'est de plus en plus aussi quelque chose qui est intéressant, ou en tout cas, il y a certaines fédérations de producteurs qui s'intéressent à ça puis qui veulent peut-être avoir des filières carboneutres. C'est sûr que si on veut être carboneutre, on ne peut pas vendre ses crédits carbone parce que dans ce cas-là, c'est comme si on donne nos crédits carbone à quelqu'un d'autre. Donc, on peut pas dire on va chercher l'argent des crédits carbone et en plus être carboneutre. C'est comme si on utilisait deux fois nos crédits carbone, finalement. Puis, dernier élément important aussi, c'est l'agrégation des projets. Souvent, toutes les démarches là, pour passer à travers, que ce soit le marché réglementé ou volontaire, là, peu importe l'organisation avec laquelle on fait affaire, généralement, les protocoles sont quand même longs, quand même un peu complexes aussi. Donc, de le faire à l'échelle d'une seule entreprise, c'est tout seul, là, c'est beaucoup de démarches et la rentabilité est assez, ben, disons que c'est plus dur d'être rentable.
Donc, ce qui est vraiment avantageux, c'est de le faire en agrégation de projets. Puis il y a plusieurs organisations qui proposent de le faire, donc de coordonner tous les travaux en rassemblant plusieurs entreprises ensemble. Et ben, c'est beaucoup plus intéressant en général là, pour les entreprises de fonctionner comme ça. Puis, ben, si on veut un peu calculer le carbone qui pourrait être séquestré dans une haie ou dans nos aménagements, euh, on peut s'y prendre de différentes façons, là, mais d'abord, il faut comprendre que l'apport de carbone va beaucoup dépendre de l'utilisation de la terre, euh, ou en fait de ce qu'on faisait avant d'implanter une haie, donc de notre changement un peu dans l'utilisation de la terre. Si on a par exemple une prairie permanente qui, elle, est déjà en tant que telle quelque chose qui séquestre du carbone, qui est, tu sais, ça contient des cultures vivaces, le sol n'est pas nécessairement souvent travaillé, donc on a une séquestration intéressante. Si on passe de ça à travailler le sol pour aller planter des arbres, ben, l'impact sur le carbone du sol est pas nécessairement hyper intéressant. Toutefois, si on a par exemple une monoculture de céréales ou de maïs, on travaille le sol à chaque année, on a très peu de carbone qui est accumulé dans le sol, puis qu'on vient changer ça pour une haie qui est là de manière permanente, ben c'est sûr que là, notre amélioration de séquestration est plus intéressante. Ensuite, la séquestration va aussi varier selon le nombre de rangées de notre aménagement. Si on a une seule rangée, c'est un milieu qui est très, très ouvert, donc les arbres vont beaucoup bénéficier de ça. La croissance va être souvent plus importante. Si on est dans un aménagement de 3, 4 rangées, ben, celles au milieu ont beaucoup moins de soleil, ont beaucoup plus de concurrence. Donc, on se retrouve un peu plus comme en milieu forestier, si on veut. Et la croissance va beaucoup varier dans ces cas-là. Puis, il faut aussi savoir qu'en général, là, au Québec, on a quand même très peu de données sur la croissance des arbres dans les haies, puis la quantité qui peut être donc séquestrée de carbone là, dans ces haies-là. Euh, donc, c'est ça, les données sont parfois très variables et pour faire des estimations après, c'est sûr que ça peut influencer. Si on veut faire donc nos calculs nous-mêmes, ou en tout cas si on veut faire une estimation, il y a deux données terrain principales à aller chercher, qui est le diamètre, hauteur poitrine des arbres et leur hauteur. Puis ensuite, on peut utiliser ça pour aller mettre ça dans des outils qui sont disponibles en ligne, là, comme Holos ou CBM. Holos, c'est un petit peu plus adapté au milieu agricole. C'est quand même très intéressant comme plateforme. Toutefois, c'est basé sur des données plus de l'Ouest canadien, là, ben, surtout des prairies, en fait. Donc, il y a quand même ce petit bémol-là à ajouter. Et CBM, c'est plus un modèle forestier. Donc, là aussi, petite nuance à apporter. La croissance calculée là, va être un peu plus basée sur le monde forestier, ce qui des fois est un petit peu moins adapté au milieu agricole. Mais c'est quand même des outils pratiques là, pour faire des estimations un peu plus rapides, si on veut. Puis, ben, c'est intéressant les crédits carbone, mais il y a d'autres éléments économiques aussi là, encore plus intéressants, là, selon moi, à prendre en compte. Puis pour en parler, ben, je présente ici un peu un exemple ben, c'est le site en fait que Jean-Michel a présenté un peu plus tôt. On va sur la photo de droite. Donc, on va regarder un peu tous les coûts là, d'implantation, puis aussi tout le bénéfice économique que peut avoir un aménagement comme ça. Donc, pour commencer, les coûts d'implantation, j'ai pris ici là, les coûts en fait basés sur un projet qui serait remboursé en partie par le programme Prime Vert, tel qu'il est actuellement. Bon, en tout cas, là, il se termine ce mois-ci, mais tel qu'il aurait été, par exemple, si on avait mis en place l'aménagement cet été. Donc, c'est un peu pour, même si l'aménagement a été mis en place il y a plusieurs années, là, regarder si on le faisait aujourd'hui, ce que ça pourrait coûter. Et donc, en prenant en compte le matériel, les végétaux et tout, on arrive à un coût total d'environ 12 300 $ et un remboursement du MAPAC de 10 700. Donc, ça nous fait un coût flamand d'implantation là, pour un aménagement. Ben, là, on a les 7 rangées d'arbres. C'est toutes des rangées qui ont été calculées là, à 2 rangées, une de conifères et une de conifères et feuillus.
Donc, il n'y a pas d'arbustes entre les Victor, arbres. ex- Ouais, excuse-moi, je te fais un petit coucou pas très discret pour te dire, est-ce que tu serais capable de nous présenter la fin des retombées économiques, mettons, dans les ouais, 3 prochaines minutes, pour donner la ouais. chance à Élise de pouvoir dérouler sa On peut présentation? finir ça. Merci. Ça finit bientôt, oui. T'inquiète. Donc, ben, on arrive à un aménagement qui est quand même, c'est pas si coûteux au niveau du coût d'implantation. Et lorsqu'on ajoute à ça donc les autres éléments économiques, en fait, moi j'ai pris ces coûts-là et tous les éléments techniques un peu là, du projet et je les ai mis dans un simulateur économique qui a été fait, qui a été monté par Biopterre et le Cerfo les a aidés un peu. Donc, ce qu'on voit dans la prochaine diapo, là, c'est un peu les éléments que j'ai pris en compte pour cette retombée économique-là. Tu peux peut-être revenir à la diapo précédente, là, juste rapidement. Donc, ce qu'on a pris en compte comme revenu, ou en tout cas amélioration, c'est plus des réductions de coûts. C'est d'abord une réduction des coûts de chauffage qui peuvent aller jusqu'à 7,5 ce qui est quand même un peu conservateur, sachant qu'on a vu tantôt que ça peut aller jusqu'à 15 et une diminution des coûts de déneigement qui peut aller jusqu'à 15 aussi. Là, on n'a pas ajouté à ça la vente de bois, la vente des crédits carbone, mais c'est des revenus qui auraient pu être ajoutés. Et ben, dans les dépenses, ce qu'on a mis, c'est les coûts d'implantation et les coûts d'entretien, qui sont quand même assez faibles vu qu'on a très peu d'arbres feuillus. On aurait pu aussi mettre là, la perte de superficie cultivable, c'est mis dans plusieurs projets, mais là, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de culture entre les bâtiments, donc on n'avait pas de perte à ce niveau-là. Et ce qu'on obtient comme résultat avec ça, ben déjà, c'est un délai de récupération de 12 ans, c'est-à-dire que ça nous prend 12 ans pour un peu rentrer dans notre argent. Et ben, si on regarde au bout de 40 ans, là, les revenus que ça donne en diminution de coûts, c'est près de 320 000 dollars. Et ça, c'est avec les coûts de chauffage réels de l'entreprise là, que Jean-Michel m'a fourni. Donc, on voit que pour un aménagement qui a coûté 1600 dollars en tant que tel, là, après le financement du MAPAC à mettre en place, plus bon, 4-5 000 dollars peut-être de travaux d'entretien dans les premières années, on obtient des bénéfices quand même majeurs. Puis là, si on ajoute à ça le taux d'actualisation, là, donc la marge actualisée, qui prend en compte donc l'évolution du coût de l'argent là, ou de la valeur de l'argent, on peut quand même dire que au bout de 40 ans, on aurait une marge actualisée cumulée là, de plus de 118 000 ce qui est quand même majeur pour une entreprise agricole et surtout pour un aménagement qui n'a pas coûté si cher à mettre en place. Donc, ben ça m'amène un peu à conclure que justement, c'est un aménagement, je pense, qui a beaucoup de bénéfices, autant pour la résilience des entreprises agricoles que pour les bénéfices économiques que ça peut apporter. Ouais, Jean-Michel, je te laisse le mot de la j'aurais fin. pas pu mieux dire, Victor. Je veux dire, on volera pas trop de temps à Élise. Voilà la présentation. Merci pour votre écoute. Puis si vous voulez, si vous voulez nous contacter, gênez-vous pas, moi ou Victor. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. On voit sur votre dernière diapo qu'en fait, cette conférence-là a été préparée dans le cadre du projet de laboratoire vivant Racines d'avenir, qui est financé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et porté par l'UPA. Donc en fait, Jean-Michel et Victor font partie d'un réseau de conférenciers provincial sur l'agroforesterie pour l'agriculture québécoise. Donc on va vous entendre plusieurs fois dans les prochains mois certainement. Merci. Donc, pour finir là notre tour d'horizon sur l'agroforesterie pour les élevages avicoles, on va laisser la parole à Élise. Ben, bonjour à tous. Ça me fait immensément plaisir d'être avec vous ce matin pour joindre mon témoignage à celui de Monsieur Allard, puis vous présenter les différents aménagements agroforestiers que j'ai mis en place sur ma ferme avicole, la ferme Floem. Je voulais remercier Cécile pour l'invitation. C'était une super belle occasion pour moi de prendre un pas de recul, puis bien regarder le chemin parcouru depuis que j'ai fait le saut en agriculture. Ça fait pas très longtemps. Camille, tu peux changer de diapositive. Donc, à la base, moi, j'ai réalisé un baccalauréat en agronomie et une maîtrise en agroforesterie à l'Université Laval, suite à quoi j'ai travaillé comme conseillère en agro-environnement chez Groupe Pro Conseil.
Donc, j'ai travaillé un peu moins de 10 ans chez Groupe Pro Conseil, donc sur le terrain avec les agriculteurs, avec des collègues en or, clin d'œil ici à Cécile, et avec la mise en œuvre de beaux projets diversifiés. Euh, mais en 2016, j'ai eu une opportunité là, d'acquérir un domaine agricole là, avec mon conjoint, un domaine à peu près de 25 hectares en Montérégie, qui avait une bonne partie en grande culture à l'époque. Donc, c'est à partir de là que le rêve de s'établir en agriculture est comme devenu un peu possible. On s'est mis à réfléchir, là, mon conjoint et moi, sur quel genre de ferme on voulait, on avait envie de créer. Euh, donc, c'est sûr qu'on avait les deux une petite expérience là, en milieu agricole. Donc, à la base, on voulait une ferme qui soit rentable. Dès le départ, on voulait pas quelque chose de gros. On voulait pas partir notre projet avec des dettes là, pharaoniques. Donc, on voulait quelque chose de petit, que je puisse m'occuper tout seul, puis que mon conjoint peut venir juste en support parce qu'il y avait d'autres entreprises à s'occuper. Euh, donc, c'était à la base, on regardait pour quelque chose, c'est ça, que je puisse pas de main-d'œuvre à gérer non plus. Seulement moi. Et puis, on voulait, c'est sûr que ça s'inscrive là, que ça corresponde aux derniers critères en termes d'efficacité énergétique, de bien-être animal, euh, de développement durable, en fait. Donc, un pari audacieux. Puis, on s'est dirigé tranquillement un peu naturellement vers l'aviculture parce qu'on avait des contacts, une certaine expertise. Mes beaux-parents, ils ont une longue historique en entreprise avicole, notamment par la Fondation de Palmex-Rougier. Ensuite, un couvoir, le couvoir Canard des Monts dans le coin de Saint-Jude, des fermes d'élevage et salles de transformation dans le coin de Yamaska, puis Sainte-Hélène-de-Bagotte. Donc, on avait quand même une certaine, on s'appuyait sur certaines bases solides. Donc, en 2018, on a pu accueillir nos premiers lots de canards. Tu peux changer de diapositive. Au, dé- au départ, euh, Au départ, on élevait des canards mulards prêts à gaver pour rougier. C'était ça le plan de match. Donc, on produisait à peu près 1180 canards qu'on élevait une dizaine de semaines. Donc, ça donnait à peu près 4 lots par année. C'était ça le plan de match. Donc, on a connu des succès et des défis de taille, là, appelez ça comme vous voulez, là, les aléas de la vie ou la dure réalité agricole. On a cheminé à travers ça, toujours dans la recherche d'avoir une certaine, que notre entreprise soit rentable. À un moment donné, on a bifurqué, on a été chercher notre certification biologique en revoyant un petit peu notre régime d'élevage. On a essayé différentes choses sur notre entreprise. Au fil des années, des défis, bon, nos relations avec Rougier se sont un petit peu effritées. Ensuite, mon conjoint, sur une de ses entreprises, il a attrapé la grippe aviaire, puis il était un petit peu en réflexion à diversifier ses productions. Puis en 2024, il m'a dit, hey, pourquoi on n'essayerait pas loi grise? Donc, nous, on était prêts à essayer. En fait, c'était quand même assez marginal au Québec. Fait qu'ils étaient prêts à essayer ça. Donc, produire des œufs d'incubation on avait c'est ça, on a décidé de se lancer. Donc, à l'heure actuelle, on a à peu près un troupeau de un peu moins de 400 oies en cycle naturel qui nous donne à peu près un peu plus d'une ponte par année. On peut changer de diapositive, Camille. Donc, on était la ferme tout indiqué parce que dès le début de notre projet, c'était clair qu'on allait intégrer l'extérieur dans notre régie d'élevage. Donc, on avait déjà travaillé fort, nos canards allaient déjà à l'extérieur. Donc, les oies, c'est des animaux qui ont vraiment besoin c'est pour lesquels le parcours extérieur est très important. Ça se fait en claustration fermée, mais c'est quand même un atout de taille pour le succès de cette production. Donc, on avait déjà établi 4 zones qui nous permettaient une belle polyvalence dans notre régie d'élevage. Donc, vous pouvez voir le carré gris, le toit du bâtiment principal, donc qui est comme l'endroit, dans le fond, de base où on a tout le contrôle. Les différents paramètres de bâtiment sont contrôlés. On est entièrement sur caillebotis dans cet espace-là avec une alimentation automatique,
Puis c'est ça, tous les paramètres contrôlés, comme je vous disais, chauffage, ventilation, les entrées d'air, la ventilation, etc. Donc, on a une partie garage aussi à l'entrée là, pour la biosécurité stockée, en tout cas un petit espace de garage qui donne accès aussi à à la zone d'élevage. Donc, au bout de ce bâtiment principal-là, on a une porte de garage qui donne accès à un dôme qui est entièrement sur RIP. Il n'y a pas d'eau dans cet espace-là, mais on a continué la ligne d'alimentation automatique. Donc, ça nous fait un bel espace sur RIP. Pour vous donner une échelle de grandeur, là, le dôme fait à peu près 30 pieds de large par 60 pieds de long. Puis notre site de production au complet, ben, ce que vous voyez à l'écran, ça fait à peu près 1 hectare. Fait que c'est pas très gros, mais c'est suffisant. Je reviens au dôme. Donc, au bout du dôme, on a une porte de garage qui donne accès à un aire d'exercice qui est entièrement clôturé, qui est entièrement protégé par des fils électriques. Qui est composé comme à grande majorité, c'est du sable. Euh, il y a un petit peu d'herbe, mais principalement du sable. Donc, à partir de là, à partir de notre aire d'exercice, on a des portes qui donnent accès à un pâturage principal, la zone en jaune, donc qui est entièrement clôturé, puis dans lequel c'est principalement de l'herbe. Puis quand on a besoin de lui donner une petite pause, ben on a 2 pâturages secondaires un petit peu plus loin là qu'on peut donner accès à nos oies. La zone en blanc, mais pas d'animaux là, c'est notre zone tampon parce que notre puits qui alimente la ferme est à cet espace-là. Puis vous voyez une petite zone en vert aussi, c'est notre infirmerie là quand on a des animaux, des oiseaux, des oies qui filent pas, on peut les mettre dans cette zone-là pour qu'il y ait moins d'espace à parcourir, puis qu'on puisse les garder à l'œil. Donc, les oies vont sortir les 4 saisons, autant l'hiver dans les belles journées que, dans le fond, l'été. Les seules périodes où on empêche la sortie à l'extérieur, c'est quand la période critique de grippe aviaire est à son maximum, là, quand les flags rouges, quand on a des élevages un petit peu autour de nous qui l'attrapent. Donc, on les restreint à l'intérieur, mais ils ont quand même un bel espace malgré tout. Donc, prochaine diapo. Donc, le projet agroforestier, pourquoi? En fait, c'était établi depuis le départ que c'était clair que j'allais trouver une façon d'intégrer les arbres dans mon projet agricole. Euh, Cécile, Victor nous ont parlé des nombreux bienfaits agro-environnementaux de protection de sol, cours d'eau, de la biodiversité, les avantages pour le bien-être animal, la diminution du vent, l'ombrage, etc., de l'impact sur le paysage, le bien-être au travail, le bon voisinage. Donc, tu sais, c'est sûr que dans ma tête, la question à se poser, c'est pourquoi pas. Tu sais, en plus, il y a des incitatifs financiers considérable et en plus, on peut se faire accompagner on peut se faire accompagner par des professionnels. Donc, vraiment, c'est sûr que j'étais pas la personne à convaincre à la base pour mettre en œuvre, mettre en place des aménagements. C'était plutôt aussi de confronter mes perceptions, de passer, tu sais, oui, la théorie, mais au niveau de la pratique, ça donne quoi? Tu sais, c'était vraiment, l'intérêt était là aussi. On peut changer de diapo. Euh, j'ai décidé, ben c'est ça, je me suis fait accompagner là, par des gens chez Groupe Pro Conseil pour mettre en place, pour planifier le projet. Je sais pas vous, mais moi, plus j'en apprends, même malgré mon expertise, plus je chemine, plus j'ai de questions et non des certitudes. Donc, c'est bien de pouvoir travailler avec quelqu'un pour mettre en place tout ça. Donc, le premier aménagement, ça serait comme en la ligne pointillée orange, les haies brise-vent arborescentes qu'on a planifiées, donc composées de mélèzes, tilleuls, micocouliers, chênes à gros fruits, entre autres, donc qui ceinturaient un peu les parcelles, pâturage principal et l'aire d'exercice. Ensuite, à l'intérieur de notre pâturage, les points gris, on a établi un parc agroforestier.
Dans le fond, vous voyez aussi en jaune, c'est une butte. Dans le fond, quand on a creusé pour construire la ferme, la terre, on l'a pris puis on l'a mis dans le pâturage pour créer un espèce de relief dans le pâturage. Donc là, tu sais, on a été pour des essences un peu plus spéciales, entre autres des arbres à noix comme le pacanier, le chêne à gros fruits, le carrier, le noyer. Également le catalpa. En fait, c'était une idée singulière, mais c'était à l'époque le directeur général de Rougier Québec, qui était d'origine hongroise, qui nous disait que dans son pays, c'était une association très courante d'associer le catalpa avec les canards. Donc, en clin d'œil, on avait décidé d'en implanter quelques-uns dans notre parc agroforestier. Donc, ensuite, vous voyez en bleu, ça c'est une haie plus décorative, arbustive, sûrement que des fonctions aussi pour attraper la neige, mais c'est beaucoup plus, c'est ça, des arbustes parce qu'on avait une ligne d'hydro. Donc, on a implanté des amélanchiers, cerisiers, physocarpes, sorbiers, sureaux, de la viande, différentes essences d'arbustes. La ligne en rouge, c'est comme dans le fond, c'est pour protéger le dôme. J'ai mis des plates-bandes de fleurs sauvages. Puis ici, le triangle en vert, c'est une pointe de champ, dans le fond, dans le fond, qu'on a laissé naturellement se revégétaliser. Donc, il y a des saules arbustifs qui sont là, du sorbier, peut-être éventuellement intégrer plus d'essence d'arbre. Donc, voilà un peu le portrait qu'on avait envisagé. Prochaine diapo. On est passé à l'action là en mai 2020. Donc, c'était dans la période du COVID, une fenêtre parfaite pour avoir du temps, donc mettre en œuvre ce projet-là. Dans le fond, nous, on avait juste prolongé notre vide sanitaire entre deux lots parce que les restaurants étant fermés, les inventaires de rougier étaient assez élevés, puis donc on était comme en pause aussi sur la ferme. Donc, on a eu une belle fenêtre pour mettre en place tous nos aménagements, planter nos arbres. Prochaine diapo, c'est ça. Là, ça va faire bientôt là, 6 ans qu'on a mis en œuvre. Puis déjà, bon, oui, il y a eu des beaux succès, mais on peut déjà observer des choses qui ont été moins bien, comme par exemple le broutage intense des oies, des oiseaux là, sur les arbres. Bon, je le savais au départ, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi problématique, disons. Il n'y a pas grand-chose à leur épreuve, en fait. Même les canards avaient cette fâcheuse habitude, mais les oies encore plus. Donc, en témoigne la pauvre petite épinette en photo que je vous ai mis dans la présentation. Donc, c'est sûr que ça a exigé une protection maximale de toutes les arbres à l'intérieur des parcelles qui étaient fréquentées par les troupeaux. Donc, les spirales blanches, là, c'est sûr, on oublie ça. Les filets contre le cerf, j'en ai mis partout. Ça offre quand même une certaine protection, mais limitée parce que c'est sûr qu'ils vont venir faire des trous puis venir avoir éventuellement accès à l'arbre. Fait que c'est pas magique, malheureusement. Un autre, euh, un autre point que je me doutais, mais que j'ai pas considéré assez rapidement dans mes interventions, si on veut, c'est la force du vent, dans le fond, est venue vraiment même si j'avais tutoré là, la majorité des arbres, notamment dans le parc agroforestier, puis en mettant mes filets, ben c'est sûr que les vents sont tellement forts que ça a comme altéré le port c'est ça, des arbres. Là. C'est quelque chose que je suis arrivée à corriger jusqu'à un certain point, mais avoir été plus rapide, je pense qu'il aurait pu se développer un petit peu mieux. Ensuite, les mélins, ça n'a pas été un grand succès. En fait, ils sont tous morts, surtout ceux à l'intérieur de mon aire d'exercice. J'attribue ça, c'est principalement à cause du broutage qu'il y a eu au début de l'implantation. Même si j'ai été les protéger tardivement, là, j'ai eu aucun, sont absolument toutes morts parce que ceux qui sont à l'extérieur de mon aire d'exercice sont de toute beauté. Donc, c'est vraiment malheureux pour ça. Les arbres à noix aussi que j'ai implantés dans mon parc agroforestier, le succès a été, mettons, on va dire mitigé. J'ai eu un taux de survie à peu près de 30%.
Ceux qui sont encore là, ceux que ça va très bien. C'est sûr que j'attribue ça pas trop au broutage des oies, mais plus particulièrement, j'imagine que c'est à cause de la compétition de l'herbe peut-être que j'aurais dû venir mieux contrôler. C'est sûr que tous mes aménagements d'ébrisement qui ceinturent la parcelle étaient tous faits sur le paillis de plastique, puis ça a été vraiment très bon pour la compétition, mais ce qui était au milieu de la parcelle, ça a été plus difficile. Un autre arbre que j'ai trouvé décevant dans mon aménagement, c'est le micocoulier. En fait, pas qu'il a survécu, mais on dirait que c'est un petit, tu sais, oui, il est à croissance rapide, mais ils sont comme pas particulièrement beaux. Ils ont toujours un petit quelque chose, une petite maladie. En tout cas, ils se développent pas particulièrement bien si c'était à recommencer, là, je choisirais un autre essence là, à intégrer dans mes aménagements. Je l'ai pas particulièrement apprécié. Donc, c'est sûr que tous ces défis-là, ça l'a amené comme, c'est sûr, de l'investissement de temps, d'argent lié aux tâches de regarni, protection, reprotection, les nouvelles plantations, l'arrosage la taille. Ils sont encore relativement jeunes. Les arbres, j'ai pas encore passé beaucoup de temps sur la taille, mais ça viendra bien assez vite. Euh, puis c'est ça. Fait que vraiment le broutage des animaux, la compétition de l'herbe, puis l'importance un peu pas des bichonnets, là, les arbres, mais j'ai souvenir, là, à un moment donné, autour du puits, j'ai voulu implanter une parcelle, j'ai voulu mettre des arbres fruitiers, là. Fait que j'en ai commandé de l'extérieur. Ils sont arrivés, un peu tardivement. Puis quand j'ai voulu je les ai implantés, j'en ai implanté une vingtaine dans cette parcelle-là, autour de mon puits. Puis, faute de temps, tu sais, j'ai pas venu les arroser, puis je suis passée tout droit, puis bon, il m'en reste deux à l'heure actuelle. Donc, c'est sûr que c'est du temps qui est perdu un petit peu, ou des apprentissages à faire. On va voir ça positivement. Des beaux apprentissages à faire de bien, être présent quand on décide d'intégrer un nouvel aménagement. Aussi, j'ai pas intégré encore Cécile nous parlait au début là, de la présentation du webinaire des aménagements intraparcellaires. C'est pas quelque chose que j'ai encore implanté dans mes aménagements parce que ben déjà les canards et les oies ont pas besoin particulièrement d'incitatifs pour sortir à l'extérieur. Moi, quand j'ouvre la porte de garage au bout du dôme, les oies courent. Euh, c'est comme elles veulent s'envoler. Fait que j'ai pas besoin d'incitatif. Puis aussi, ça demanderait énormément de temps de protection. Il faudrait que chaque aménagement soit vraiment, chaque petite peigne ou micro-parcelle soit bien protégée parce que elle disparaîtrait en un clin d'œil. Peut-être éventuellement, mais je réfléchis encore à la façon de le faire. Donc, voilà, prochaine diapo. Ensuite, pour ce qui est de la haie arbustive le long de mon chemin, de mon entrée de ferme, ça a été un franc succès. J'ai très peu de mortalité, malgré que j'avais mis aucune protection. La croissance a été, somme toute, assez rapide. J'ai ajouté là, en cours de route quelques arbres un peu plus loin des lignes hydro, donc des pins que je m'étais fait donner, érables aussi. J'ai une belle biodiversité. Là. Quand je viens travailler le matin, là, j'ai installé des nichoirs puis je me fais accueillir par une multitude d'oiseaux, papillons, des belles fleurs. Il y a vraiment eu un embellissement du paysage. Puis je pense souvent aux gens, tu sais, dans ma rue, dans mon rang, ça marche beaucoup les personnes âgées, les familles, fait que malgré peut-être les petites odeurs qui peuvent provenir jusqu'à la rue, ça donne quand même une belle image de la ferme quand on arrive. Prochaine diapo. Au niveau de mes observations en ce qui a trait le parc agroforestier et les haies brise-vent, je dois dire que les catalpas se sont développés de façon magnifique. J'ai mis une petite photo des fleurs, là, c'est de toute beauté. Les arbres spéciaux aussi qu'on a mis, que j'ai replantés aussi, qui ont survécu, c'est une belle richesse. Puis
ça va être intéressant là, à terme si j'ai une petite production de noix qui arrive un jour peut-être, qui sait. Donc les feuillus, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une belle croissance. Somme toute, on peut observer aussi déjà un petit peu d'ombrage dans les parcelles. Déjà, les oies peuvent en profiter un petit peu. Comme je vous disais, là, j'ai aucun problème. Les oies, elles parcourent, elles explorent vraiment très bien le pâturage auquel je leur donne accès. Et puis, je reviens sur la belle biodiversité que ça fait, toute l'amélioration du paysage, puis l'impact positif sur l'environnement. C'est vraiment un atout, une force des aménagements. Prochaine diapo. D'autres observations que je peux apporter, notamment en ce qui a trait à l'enjeu de la grippe aviaire, ben, c'est sûr que à terme, le couvert arboré, là, on en a discuté un petit peu, là, le couvert arboré, s'il se fait plus proéminent, il va protéger le sol des fientes, de la sauvagine qui passe au-dessus de mon site de production. Puis aussi, ben, ça va limiter leur présence. Ils n'auront pas envie, ça cherche des grands espaces pour se poser. Donc, ils auront moins tendance à venir se poser dans nos espaces. Aussi, l'effet brise-vent, comme on a discuté auparavant, va freiner les poussières provenant des autres élevages. Mon conjoint, j'ai mis comme en exemple une photo d'un des sites de production de mon conjoint là, à Sainte-Hélène-de-Bagotte où la densité d'élevage est vraiment plus importante. Donc, même s'il a déjà attrapé la grippe aviaire, il y a vraiment la conviction. Tu sais, on voit un peu sur la photo le boisé qui protège un peu ces trois bâtiments là. Ces trois bâtiments, puis comme comparativement à un autre type de production. Fait que pour lui, c'est indéniable que l'écran conféré par le boisé confère une certaine protection. Pas magique, mais quand même, quand même. Un autre, euh, un autre élément aussi, c'est que j'ai pu observer, c'est la protection des œufs et des oiseaux en élevage. Ça peut arriver quand mes oies sont en période de ponte. Bon, souvent, ils vont retourner à leur nid à l'intérieur pour pondre leurs œufs, mais ça peut arriver qu'elles vont le faire à l'extérieur, à même le pâturage. On a quelques endroits où elles peuvent pour les encourager, qu'elles peuvent se rendre pour pondre là. Puis on a observé, on a eu des problématiques l'année dernière. On avait des corneilles qui venaient nous voler des œufs. En fait, on a été témoins à quelques reprises, c'est ça, témoins à quelques reprises de vol d'œufs par des corneilles. Donc, ça a été un petit problème observé. Puis, même chose, on a élevé ponctuellement des oisons pour un de nos clients aux États-Unis, là, une dizaine de semaines. Donc, quand on avait les jeunes oisons dans les champs, on a eu un party rassemblement d'oiseaux de proie, qui a donc certaines attaques de nos jeunes oiseaux. Euh, donc, c'est sûr que moi, à terme, quand le couvert arboré va créer un certain écran, c'est sûr que j'ai l'impression que ça va protéger, c'est ça, protéger quand même les œufs et les jeunes oiseaux. Un autre chose dont j'ai été témoin, c'est qu'il y a tellement d'oiseaux, tellement de biodiversité sur la parcelle que c'est déjà arrivé que je sois témoin de d'autres sortes d'oiseaux qui chassent les corneilles, qui y aillent comme des bagarres d'oiseaux, là. Je ne sais pas quelle espèce. Sauf que j'ai toujours vu ça aussi comme quoi la biodiversité était un de mes alliés dans la gestion de ma production. Donc, un autre élément donc, qui a déjà été discuté, mais j'y reviens, les arbres, c'est sûr qu'ils vont devenir un frein aux mauvaises odeurs éventuellement. Puis un autre point, bon, j'ai pas de données scientifiques là-dessus, mais c'est sûr que les oies, c'est particulièrement bruyant. Fait que ça peut devenir un effet indésirable de la ferme. Fait que j'imagine que à terme, ça peut se conférer un certain écran lié au son. Puis une autre chose que j'ai remarqué, c'est quand les oies sont bien dans le champ, quand elles sont apaisées, ben c'est sûr qu'ils ont tendance à moins être plus silencieuses.
Euh, Également, bon, c'est sûr qu'on peut parler de l'amélioration de la qualité de l'eau et de la qualité du sol, nécessairement. Au niveau des gains économiques, c'est sûr que pour moi, c'est difficile de chiffrer, là, c'est encore tout jeune, puis j'ai pas de données là, à présenter. Je peux pas chiffrer les gains économiques que j'ai rencontrés, mais on sait qu'un troupeau sain, à la base, va être gage d'une meilleure rentabilité économique. Aussi, le fait qu'elle s'alimente à l'herbe euh, de façon assez intuitive. Au niveau de l'accès aux mangeoires, l'accès à l'herbe. Donc, on a la conviction que ça peut réduire également nos frais liés à la moulée, qui est un poste de dépense assez coûteux. Et puis, c'est sûr que je dois reconnaître un peu les limites de mon entreprise, dans le sens que c'est comme j'ai une régie qui est assez extensive, fait que c'est sûr qu'au niveau de mes performances en productivité sont peut-être pas les mêmes que d'une ferme en régie totalement intensive, mais j'ai la conviction que l'agroforesterie est mon allié dans tous les cas. Donc, on peut passer à ma dernière diapositive. En fait, je trouve ça important, c'est ça, de reconnaître mes limites, les biais, dans le fait que c'est pas une grosse ferme. C'est sûr que c'est rentable, mais ça, c'est pas c'est sûr que ça permet pas de tirer un salaire ou faire vivre toute ma famille, c'est sûr. Si j'avais une entreprise plus grosse, est-ce que je ferais pareil? Probablement. Est-ce que ça serait aussi rentable? Je ne le sais pas. Mais dans tous les cas, pour moi, d'intégrer l'agroforesterie, de mettre l'emphase sur le bien-être animal, c'est vraiment je viens travailler en adéquation avec mes valeurs. C'est sûr que comme plusieurs, je suis préoccupée par l'avenir de notre planète, si on veut. Fait que c'était important pour moi de poser des gestes constructifs. L'agroforesterie en est un, puis j'ai l'impression c'est ça, d'agir pour la prochaine génération, puis d'être un modèle, de donner une belle image de l'agriculture pour mes enfants. Et voilà, ça conclut ma présentation. Et voilà, Ça conclut avec mes de deux. belles oies qui s'envolent au pâturage dans la neige, là. C'est que tu nous l'as dit, là, qu'elle sortait à l'année, là, mais c'est Ouais. rare qu'on voit des images comme ça. Et que elles ont l'air heureuses. Et que, ben, merci beaucoup, Élise, pour ton témoignage. C'est vraiment, je pense que ça illustre vraiment bien comment l'agroforesterie puis les arbres peuvent trouver leur place sur des types d'élevage complètement différents, avec du coup des objectifs et des aménagements différents, et qui viennent tous avec leurs bénéfices et leurs défis. Et donc, merci d'avoir partagé en toute humilité aussi bien vos succès que vos difficultés. Je pense que tout le monde peut bénéficier de ça, donc ça, on apprécie beaucoup.